Salut et bienvenue dans les Échos de l'Antre, c'est notre tout nouveau petit format pour discuter avec vous un peu plus en détail de ce qu'on aime. On est tous les deux ce matin présents avec Benjamin. Hello, salut à tous. Et on est super bien sapés. Avant de commencer, je pense que ce serait intéressant d'expliquer c'est quoi ce nouveau format, pourquoi on fait ça, pourquoi on se contente pas de TikTok et Insta. Peut-être que toi t'as envie de commencer à en parler. Pourquoi on se contente pas de TikTok et Insta? Simplement parce que on n'a jamais le temps de parler de ce qu'on a envie de parler. Hélas, c'est des formats shorts, c'est des formats faits pour les réseaux sociaux, mais du coup, on a toujours un peu, on nous coupe un peu l'herbe sous le pied à chaque fois qu'on fait ces vidéos. Donc on a dit, c'est pas grave, on va faire un format un peu plus long, pour vous exprimer vraiment notre ressenti. C'est vrai que c'est un peu frustrant TikTok, Insta parce qu'on est limité à 1 ou 3 minutes, ça dépend, parfois 30 secondes sur les stories. Et quand on vous parle d'un produit culturel, que ce soit du jeu, que ce soit un livre, en 1 minute, on a parfois l'impression de vous présenter quelque chose de très générique et de ce qu'on vous raconte pourrait être applicable à 1 milliard d'autres choses. En gros, on survole les sujets et c'est un peu frustrant, notamment quand on travaille dans un milieu culturel comme ça, parce que y a plein de choses qu'on aimerait vous dire, y a plein de façons d'aborder le même produit culturel et du coup en 1 minute, on peut pas, il y a pas de nuance, on est obligé d'être très absolu ou très général, mais on peut pas aller dans la précision et nous ça nous frustre. Ça nous frustre parce que d'autant plus que là on est vraiment dans la présentation très rapide la plupart du temps dans nos vidéos. On voudrait rentrer plus dans le fond du sujet et puis vous donner vraiment nos ressentis, vraiment nos sentiments propres quoi. Alors ça veut pas dire que quand on vous présente des trucs sur les réseaux sociaux, c'est une page de pub et c'est un blabla commercial. Tout ce qu'on vous présente sur les réseaux, si on en parle, si on l'a sélectionné à la boutique, c'est parce que ça nous plaît, c'est parce qu'on estime que c'est des bons produits et qu'on y a trouvé un intérêt. Donc ça veut pas dire que tout ce qu'on vous présente sur ces formats-là, c'est vraiment vite fait jeté en pâture et on n'en parle pas davantage. C'est juste que plutôt que vous parler que des règles, parfois sur un jeu, on peut vous parler du contenu, de ce que ça aborde, de la thématique, plutôt que vous parler juste du style d'un roman en vous disant c'est de la romantaisie et on vous en dit pas plus, et peut-être qu'on peut parler aussi des thématiques qui sont abordées, de ce sur quoi ça fait réfléchir et ce format là qu'on est en train de faire avec vous, finalement ça nous semble être un peu mieux. Est-ce que tu veux bien essayer de définir c'est quoi ce format là en gros, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, en quoi ça diffère des autres formats qu'on fait habituellement? Clairement, comme tu l'expliquais, l'idée c'est vraiment de donner le plus possible notre ressenti et pourquoi les produits sont à l'entre-deux-mondes. On l'a bien sûr sélectionné, par exemple comme les jeux, on les choisit bien sûr en fonction de nos goûts, de la mouvance, des tendances, mais à chaque fois il y a vraiment une ligne éditoriale dans nos choix, pourquoi on va rentrer tel produit. On va des fois aussi ne pas faire décider de ne pas rentrer tel ou tel produit pour telle raison, et ça on n'a pas le temps de l'aborder la plupart du temps. Donc moi quand je fais mes vidéos de présentation, je vous fais une petite comparative, je vous dis ça ressemble à ça, pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi ça nous a marqué, mais pas rentrer dans le détail. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans ces formats là beaucoup plus longs, beaucoup plus détaillé, descriptif, et puis avoir cet échange entre nous deux, parce que c'est intéressant aussi. Là la plupart du temps on est en face to face directement, on vous explique le ressenti, mais avoir un échange constructif, c'est aussi montrer que on discute entre nous, on n'est pas juste là chacun dans nos rayons à être cloisonné. C'est que du coup tous nos choix la plupart du temps, quand on a le temps, mais la plupart du temps c'est décidé comme ça, on se dit est-ce que c'est une bonne idée, on va discuter avec l'équipe et c'est des choix collectifs. C'est le but aussi de l'entre-deux-mondes, c'est de prendre ces décisions en commun. Donc en fait le but de tout ça là, aujourd'hui on est 2, c'est pas impossible que parfois il y ait d'autres intervenants, d'autres membres de l'équipe s'ils ont envie de venir, d'autres membres qui sont pas de l'équipe et qui ont parfois une sensibilité ou une expertise sur un sujet et ça tombe bien, on a envie de discuter de ce truc, et on les fera venir s'ils sont d'accord. Donc c'est pas du tout un format figé et c'est ça qui est important aussi, c'est là où TikTok, Insta c'est très structuré, très codé, il faut respecter un certain nombre de façons de faire si on veut être visible. Ce format là on le veut volontairement un peu plus chaotique, c'est-à-dire qu'on s'interdit rien, on fait bien ce qu'on veut, comme on veut. Peut-être qu'aujourd'hui ça va durer 20 minutes, peut-être que la fois prochaine ça en durera 3 heures, on sait pas. Il faut trouver le temps malgré tout, mais on s'interdira pas une certaine façon de faire sous prétexte que pour telle ou telle plateforme c'est pas l'idéal. Donc ce format-là est beaucoup plus libre, tant sur les sujets qu'on va aborder, tant sur la manière dont on va le structurer et tant sur qui va participer ou pas.
Aujourd'hui, on démarre à 2 parce que c'est la toute première et c'était important aussi que le projet venant de l'Entre-deux-Mondes, qu'on ait l'occasion de vous dire un peu ce qu'on en pense, mais c'est finalement quelque chose qui est un petit peu en parallèle de l'Entre-deux-Mondes, c'est-à-dire que c'est parce qu'on travaille à l'Entre qu'on a accès à tout un tas de produits culturels, qu'on réfléchit beaucoup sur ces questions-là et qu'on se dit qu'on a une certaine légitimité à être pertinent sur ces sujets et à en parler avec vous, mais c'est un discours différent de celui que vous aurez à l'Entre-deux-Mondes. Quand on discute sur les réseaux de l'Entre, le but c'est de vous présenter le plus objectivement possible un produit culturel, un jeu, un livre, peu importe, et que vous compreniez si oui ou non c'est fait pour vous. Est-ce que vous êtes le lectorat pour ce type de livre? Est-ce que vous êtes le public pour ce type de jeu? Et c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est de vous parler de ce qui vient de sortir et que ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas en fonction du profil que vous avez. Là c'est pas du tout le cas. Le but c'est pas d'essayer de vous faire découvrir des nouveaux produits, même si ça peut servir à ça finalement parce que vous allez peut-être entendre parler ici de choses que vous connaissiez pas, mais le but c'est plus de parler de sujets de fond. Moi je voudrais rebondir là-dessus, c'est ce qui est important aussi là-dedans, c'est que on va faire, comme je l'ai dit, intervenir des personnes qui seront qu'on estime être pertinents sur du coup les sujets qu'on va aborder, ou aussi des clients, plein de personnes qui peut-être un jour des auteurs. Voilà, c'est ce qu'on voudrait. En fait, par intervenir, c'est aussi montrer que l'Entre, c'est aussi une communauté. On a rencontré plein de belles personnes et on a des esprits pertinents pour pouvoir parler des différents produits qu'on a. Je voudrais préciser quelque chose là-dessus, c'est que du coup là, on va donner votre avis. On a bien sûr une expertise chacun, on essaie d'amener en tout cas nos connaissances, mais on n'est pas la science infuse non plus, c'est-à-dire c'est notre avis et forcément on va pas forcément avoir toutes les clés pour vous. Ce que je veux dire c'est que tout est important dans ce qu'on va raconter, mais on n'aura peut-être pas forcément toutes les petites choses, donc n'hésitez pas. Nous ce que je veux moi c'est aussi avoir une construction avec vous dans ces vidéos. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, n'hésitez pas à nous donner votre avis, parce que là on va donner notre avis aussi, tout en étant bien sûr le maximum bienveillant, c'est toujours important pour nous, on essaie d'être dans la bienveillance, donc voilà, vous allez peut-être pas être d'accord avec nous, vous êtes peut-être donné à avoir d'autres avis, donc nous on vient ici donner notre avis, donner nos ressentis. N'hésitez pas à avoir des interactions avec nous via les commentaires sur les vidéos, etc. Et aussi, si vous avez des idées de futurs contenus, faut pas hésiter à nous solliciter, parce que nous, bien sûr là on va amener avec quelques petites idées, des bribes au début, on va tâtonner, on va amener des sujets, mais aussi ça se construit, c'est l'idée toujours de l'Entre aussi, c'est de construire une communauté et du coup de forger un peu tout ça, toutes ces idées quoi. Voilà. Je pense que c'est vraiment important juste de revenir sur ce que tu venais de dire sur on donne notre avis, c'est sur des choses sur lesquelles c'est pas comme 1 + 1 = 2, y a rien d'absolu, c'est pas des axiomes, c'est pas comme ça et puis c'est tout, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une opinion différente et ça la rend pas moins valide que la nôtre. Du coup, la nôtre n'est pas moins valide que la vôtre. Je dis ça un petit peu en prévention sur tout ce qui peut être un peu commentaire toxique. Alors sur le monde du jeu de société, j'ai l'impression que les gens sont plutôt bienveillants. Sur le monde du manga, c'est toujours très clivant et les gens ont tendance à se monter en équipe contre l'autre. C'est pas du tout le but là. Et disons-le très clairement, quelle que soit votre équipe, vous avez tous tort ou vous avez tous raison en même temps. En fait, on s'en fout. C'est pas du tout ça la question. C'est pas des sujets sur lesquels il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est pas des sujets où quelqu'un peut avoir tort ou quelqu'un peut avoir raison, c'est juste des opinions. Et il faut les prendre comme telles. Évidemment, ça va être structuré, évidemment, on aura réfléchi quand même un petit peu à nos propos, le but n'est pas de vous déblatérer un blabla qui n'a aucun sens, mais peut-être que selon vous, c'est pas du tout ça ce qu'il fallait penser de ce qu'on va raconter, et vous pensez quelque chose de complètement différent, et c'est super cool si vous l'exprimez, comme Ben l'a dit, de manière très bienveillante dans les commentaires, mais c'est pas nécessaire de se mettre sur la tronche parce que quelqu'un pense autrement, parce que c'est vraiment ça, pense autrement. Il n'y a pas de vérité absolue sur ces questions-là. On s'attend assez inévitablement, ou si ça rencontre un petit peu de succès et une audience, qu'il y ait des gens qui soient assez antagonisants, on les bloquera. On l'a déjà fait par le passé sur d'autres supports. On n'aime pas spécialement faire ça, mais on ne se gênera pas de le faire pour autant, parce qu'on veut vraiment que ça reste quelque chose de positif et d'enrichissant. Le but quand même dans tout ça, c'est de remettre ce qui faisait du sens pour nous, pour l'Entre, c'est-à-dire la culture geek, c'est de la culture, ça doit être défendu,
il y a plein de choses qu'on peut raconter dessus, et même sur un même sujet, peut-être que vous allez compléter avec plein de choses différentes de ce qu'on dit, et c'est très cool parce que c'est ça qu'on veut montrer, c'est pas une sous-culture, par contre c'est pas non plus un ring de boxe quoi. Oui, c'est ça, exactement. L'idée, c'est d'échanger, de partager notre expérience en fait sur depuis qu'on a ouvert la boutique depuis 6 ans, forcément on a une vision qui a évolué du marché. Ça va être aussi un peu vous présenter toujours des choses qu'on n'a pas le temps, donc par exemple l'envers du décor. On va vous expliquer aussi quelques petites facettes du métier qu'on a ici, toujours en rapport avec la pop culture, mais c'est intéressant de savoir pourquoi on fait des choix des fois. Ouais. C'est pas forcément toujours lié uniquement à notre avis factuel du jeu ou du livre. C'est aussi des choix éditoriaux, c'est aussi des choix de distribution, et on va aborder ça parce que ça permet aussi de comprendre un peu le fonctionnement de toute cette structure qu'est l'entre-deux-mondes, quoi. Ouais. Je pense que, alors c'est pas hyper structuré, je vous l'ai dit, on veut un format qui est très libre et on fait un peu comme on veut. L'idée en fait à la base c'était peut-être un truc un peu format libre à la radio, sauf qu'on n'est pas équipé et on n'y connaît rien en radio. L'autre idée c'était de partir sur du live Twitch, sauf que on enregistre le lundi matin à 9h. Il y a peu de chances que vous soyez devant Twitch à ces heures-là. Donc on s'est dit, faire un live, mais si personne le regarde, bof. Et puis moi personnellement, je comprends rien à Twitch, donc le format qu'on a choisi c'est finalement de poster ça essentiellement sur YouTube. Si la communauté grandit, si on voit qu'il y a un fort intérêt, on adaptera nos emplois du temps et peut-être qu'on fera des live Twitch à des heures qui sont intéressantes pour vous, mais aujourd'hui on n'est pas là, donc on teste, on y va à tâtons. C'est pas structuré, mais on a un peu quand même des idées en tête sur comment va fonctionner le truc. Par exemple, on démarre avec un petit billet d'humeur. Le but aujourd'hui c'était de vous expliquer le principe, mais ça peut être quelque chose qu'on garde. On fait quelques minutes au départ sur quelque chose d'actualité sur la culture geek dont on a envie de parler, sur notre métier, sur l'envers du décor. Par exemple, tous les trimestres, on pourrait faire un peu le point sur comment s'est passé ce trimestre-là pour l'antre. Est-ce que le marché du jeu se porte bien? Est-ce que le marché du livre se porte bien? Qu'est-ce que ça dit au niveau national? Est-ce que c'est différent chez nous à Compiègne? Et donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en juillet quand on aura les chiffres sur le deuxième trimestre de l'année. Donc ça peut être un petit moyen aussi de vous parler de choses un peu plus générales et que vous voyez pas, ou en tout cas qu'on se débrouille pour pas que vous voyez quand vous passez à Nantes, parce que le but c'est pas de vous emmerder avec des problématiques de business, mais ici peut-être que c'est le forum pour en parler. Après, dans un autre temps, on prépare des sujets sur lesquels on a envie de discuter. Vous verrez, j'ai choisi un sujet peut-être un petit peu clivant pour un premier épisode, et vous nous direz ce que vous en pensez justement. Et donc là on parle vraiment d'un sujet en particulier qui nous a touché et sur lequel on a des choses à dire vis-à-vis de la culture geek, et peut-être qu'on peut terminer sur des notes un peu plus d'ouverture où on répond à certaines de vos questions, où on se pose même des questions, mais en gros voilà, c'est garder un schéma un petit peu comme ça, ne pas prendre la parole pour rien dire parce qu'on prépare quand même des sujets, de pas parler que d'un livre ou que d'un jeu, parce que on a peut-être aussi des choses à dire qui sont liées à la culture geek, liées à la tenue de notre magasin, liées à notre humeur du moment et qu'on a envie de partager avec vous. Et puis c'est important malgré tout avoir à la fin un petit forum d'échange où on peut répondre à vos questions ou à vos interrogations. En fait, pour finir, après, je pense qu'on va enchaîner sur le sujet en soi, mais pour finir, vraiment, il faut que vous ayez, et on va essayer de garder cette position-là, il faut que vous ayez la vision que on est ici en tant que passionnés. Sur ces vidéos-là, on va vous présenter, nous, nos coups de cœur, nos avis sur les produits qu'on peut retrouver à l'entre-deux-mondes et ou peut-être des produits qu'on aurait vus, voilà, des tendances. Mais on n'est pas là en tant que membre de l'entre-deux-mondes, on est là plutôt pour faire partager du coup cette culture geek. Donc c'est pour essayer de quand même vous dire, on est détaché, on est un peu comme vous poussiez, comme les différentes personnes qu'on peut rencontrer à l'entre-deux-mondes. Voilà. C'est pour faire comprendre en fait cette vision, et c'est pour ça que c'est un format qui est détaché vraiment de la structure de l'entre-deux. Absolument. Voilà. Je te laisse commencer, Loïc. On commence avec le sujet. Okay. Alors vous allez voir, c'est très clivant. Aujourd'hui je vais vous parler de mort, de deuil, de la fin,
de vie. C'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais pas de bol, c'est ce que j'ai lu récemment. En gros, récemment, j'ai lu. Alors, celui-là, vous le connaissez. Hop, vous en avez forcément entendu parler. Attention, je zappe. Oh, la magie du direct. C'est incroyable. C'est Kagurabachi. Il y a déjà 2 tomes de sortie. L'autre dont je vais vous parler, c'est hop là, Downland. C'est une grosse BD. C'est un one-shot. Je vous le montre un petit peu plus en détail, là, vite fait quand même. C'est magnifique. Et le troisième dont je voulais vous parler, c'est également une BD, c'est un one-shot aussi, c'est La Nuit des Lanternes. Si vous regardez un peu La Nuit des Lanternes, vous verrez, il y a des effets de lumière qui sont assez incroyables. Au niveau des dessins, c'est mieux quand même si je vous le montre. Et ça, c'est les 3 bouquins que j'ai lus ce week-end, cette semaine, ces derniers jours. Et finalement, je me suis aperçu qu'ils avaient tous un point commun, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils abordaient l'idée, alors plus que de la mort à proprement parler, ils abordent l'idée du deuil. Je vais vous pitcher très rapidement les trucs, mais ce qui va être intéressant, c'est pas tellement les histoires, ça vous allez découvrir. Dans Kagurabachi, on vous parle de deuil. Pourquoi ? Parce que c'est finalement ce qui envoie le héros à l'aventure. Vous savez que dans les histoires, quelle que soit la manière dont elles sont racontées, elles sont toujours structurées un petit peu de la même manière, et on a une phase qui s'appelle l'appel à l'aventure. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Frodon qui se récupère un anneau dont il avait aucune idée, et un vieux qui lui dit il faut que tu l'emmènes à tel endroit. Il a pas demandé grand chose, le pauvre gars, et pourtant hop, il est obligé de partir à l'aventure. Dans Kagurabachi, c'est un shonen, c'est chez Kana. Ça cartonne de ma boule au Japon. C'est pas moi qui le dis, c'est Kishimoto, vous savez, le mec qui a fait Naruto qui le dit. Si vous regardez le tome 2, c'est le type qui a fait My Hero Academia qui vous dit que c'est trop bien. Est-ce qu'ils l'ont vraiment lu ? J'en sais rien. Un jour on parlera de ça, des recommandations des autres auteurs. Toujours est-il que, en tout cas au Japon, ça cartonne de ma boule, c'est régulièrement dans le top 3, 4, 5 dès qu'il y a un chapitre qui sort, et en réalité c'est très bien. Et le pitch un petit peu de l'histoire, c'est on a ce jeune homme, son papa est forgeron. Il est capable de forger des sabres magiques dans lesquels il insuffle un petit peu un pouvoir. Et dans ce pays-là, il y a eu une guerre auparavant, et cette guerre a été gagnée grâce aux sabres que ce type avait forgés. Depuis, c'est la paix. Lui, il a récupéré ses sabres, il les planque, il continue un travail de forgeron tout à fait normal, il élève son fils, la maman n'est pas là, évidemment, parce que c'est presque un Disney, il faut que la maman soit pas là. Donc c'est une belle grosse relation père-fils. Le fils est en train d'apprendre le métier, se destine à devenir lui-même forgeur de sabres. Et un jour, il revient, et son papa a été assassiné par une organisation terroriste qui a piqué tous les sabres. Il manque, lui, de se faire tuer, c'est-à-dire qu'on essaye de le tuer, il est à 2 doigts de mourir, il s'en sort presque in extremis, c'est pour ça qu'il a une terrible cicatrice sur le visage. Et à partir de ce moment-là, en fait, il apprend qu'il y avait un sabre supplémentaire dont son père n'avait jamais parlé, qui lui n'a pas été volé, qui est particulièrement puissant. Le problème, c'est qu'il puise son énergie vitale quand il l'utilise. En tout cas, lui, il n'est pas capable de bien le maîtriser. Donc plus il l'utilise, plus il se rapproche de sa fin. Et en fait, il s'en fout. Il y a une grosse ellipse où il se sera énormément entraîné, et il essaye de traquer les gens de cette organisation terroriste pour les tuer et récupérer les sabres de son père, qu'il considère être comme un peu l'héritage honorifique de son papa. Donc c'est clairement une histoire de deuil en fait, c'est parce que il y a la mort de son papa, c'est ça son appel à l'aventure, c'est ça qui va le motiver, et c'est un garçon en fait qui est extrêmement détaché en fait à cause de la mort de son père. Évidemment, ça l'a détruit, et se pose beaucoup la question de est-ce que c'est par la vengeance que tu vas retrouver la paix. Évidemment, il a un genre de sidekick qui l'accompagne tout le temps et qui est lui d'un naturel beaucoup plus enjoué et qui s'inquiète beaucoup pour lui et qui lui dit ok, mais plus tu utilises ce sabre, plus tu te fais de mal, plus tu tues des gens, moins tu sembles être en paix. Est-ce que c'est vraiment le bon chemin ? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fait son deuil ? Et le héros, lui, pour le moment, il est en mode non mais je suis prêt à en finir s'il le faut, comme dans tout bon shonen, j'ai mon objectif, j'en bouge pas, je suis ultra déterminé. Et évidemment, on se doute bien que ces motivations vont un petit peu évoluer pendant le manga, parce que sinon ça va pas tenir très 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 longtemps. Mais voilà, là par exemple on a un bon exemple de comment le deuil, ça va motiver un personnage à partir dans un bon gros manga de baston. Ouais. Je commence par celui-là parce qu'en fait, finalement, c'est assez grave ce qui se passe pour le héros. Finalement, il n'a pas l'air de vivre une vie particulièrement heureuse, même quand il se rapproche de son objectif. Mais pourtant, ça reste
un manga, on est sur du shonen, alors je crois que c'est chez Dark Kana quand même, peut-être qu'eux ils l'ont classé en seinen, on a tous les codes du shonen, je sais pas comment c'est classé au Japon, je sais même pas si c'est important d'avoir une classification shonen ou pas, mais on a tous ces codes là, donc on sait que c'est une lecture qui va être relativement légère, c'est-à-dire que le but c'est pas un conte initiatique comme Le Petit Prince où va falloir le lire 3-4 fois pour comprendre tous les niveaux de lecture. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a la question du deuil derrière, c'est pas que de la baston, et il y a pas que de la question du deuil, et c'est aussi de la baston, donc vraiment il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais de toute façon, si c'est mis en avant par Kishimoto et du coup l'auteur de My Hero, c'est aussi une idée que du coup on va rester dans un lectorat qui va s'y reconnaître, quoi. Alors moi je conseillerais quand même pour un lectorat un peu plus âgé que Naruto, parce que même déjà, enfin le pitch initial et l'appel à l'aventure est assez dur, encore que Naruto c'est pas particulièrement un personnage qui a une vie facile et heureuse, mais c'est un personnage qui est néanmoins heureux et optimiste. Oui. Là c'est quand même assez teinté de noirceur, parce que le point de vue principal c'est de ce personnage là qui selon moi vit pas très très bien son deuil, quoi. C'est un peu toxique la façon dont il le vit, mais finalement quelqu'un qui va y chercher surtout de l'action et du suspense et de l'enjeu et des combats sera très très satisfait. On a des très très belles planches de combat, c'est hyper dynamique, c'est très très bien pensé. Enfin moi j'avais beaucoup aimé quand on avait reçu la petite copie en tant que libraire. On reçoit parfois les petites copies de non corrigées, ça s'appelle des épreuves non corrigées, 6 mois, 3 mois avant la sortie d'un titre, pour qu'on le découvre, pour qu'on sache vous en parler quand ça sort, pour qu'on sache aussi combien on veut en commander, si on a aimé ou pas. Je sais que j'avais regardé ça au début avec un petit peu de réserve, parce que je m'étais dit un énième shonen, et finalement j'avais bien aimé la petite intrigue de démarrage qui est assez adulte, et raison pour laquelle je conseillerais pas forcément à des enfants de 10-12 ans, qui pour moi donnait une teinte un petit peu plus mature à un shonen qui autrement utilise des codes qu'on a déjà vu dans des shonen un peu plus tout public, quoi. Et finalement c'est ça qui marche, hein. On pourrait toujours imaginer qu'on a tout inventé, c'est sans doute vrai pour les jeux aussi, toutes les mécaniques de jeu sont connues, il suffit de mélanger des choses qui existent, on fait plus rien de nouveau, c'est pareil pour la musique, on connaît toutes les notes, on fait que mélanger des notes, on fait plus rien de nouveau, et c'est pas tellement ça qui est important, ce qui est important je pense c'est l'intention créatrice qu'il y a derrière, et là carrément il y a un message, et c'est teinté d'une notion de deuil, et moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que ça permettait d'avoir la notion de la mort et du deuil qui est expliquée d'une manière finalement qui peut être assez légère dans un manga, et qui peut donner une lecture qui est pas trop pesante, quoi. D'accord. Mais du coup on aborde quand même vraiment le deuil ou la vengeance? En fait c'est un petit peu la même chose dans l'histoire de ce personnage là, c'est-à-dire que lui pour faire son deuil ça va passer par la vengeance. Il y a les différentes étapes du deuil, il est clairement bloqué sur la colère, hein, et il n'arrive pas à passer à autre chose, et il y a vraiment une ellipse entre le premier chapitre où son papa meurt et où il apprend qu'il y a cette secte qui vole les katanas et qu'il en reste un dont personne n'avait connaissance, et le moment où il réapparaît entraîné et pour se venger, il y a une ellipse de quelques années. Il est toujours rongé par la colère, ça n'a pas l'air de passer, en même temps c'est normal, il l'auto-alimente, plus vous alimentez votre colère et plus vous êtes dans la vengeance c'est pas la justice, plus vous nourrissez cette colère, et moins vous pouvez passer à la suite. Pour dépasser la colère, en général il faut atteindre le pardon, c'est rarement quelque chose que vous atteignez quand vous courez après la vengeance. Donc oui, c'est le deuil, mais c'est le deuil, la partie peut-être la plus noire des étapes du deuil, là où le gars est bloqué dans quelque chose de très destructeur, hein. Okay. Et même pour lui, hein, parce que à chaque fois il manque de crever quand il utilise ses sabres, et à ses yeux sa propre vie à lui n'a même pas suffisamment de valeur par rapport à son idée de la vengeance, hein. C'est un petit peu toxique quand même. C'est aussi pour ça qu'il faudrait pas trop le lire trop tôt, parce que soit on va passer à côté de ce sujet-là, et c'est dommage parce que c'est ça qui donne quand même une teinte importante à ce manga-là, soit ça peut être choquant, quoi. Ok. Moi l'histoire, alors après je peux faire préciser, hein, moi tous les produits comme proposé Loïc, les lectures, moi je les ai pas lus, donc c'est pour ça aussi qu'on est à deux pour échanger, ouais. Hein, c'est pour du coup avoir un œil un petit peu ingénu de temps en temps. Mais du coup moi ça me fait penser beaucoup à Itachi dans Naruto, avec cette histoire de vengeance pure, ancrée dans le personnage, qui va essayer de se reconstruire, qui va y faire tout en fait pour passer pour le bad guy, mais pour du coup derrière avoir une idée de vengeance sur beaucoup du village. Il y a un côté master plan à Itachi où on se dit il a 1 milliard de coups d'avance, genre des décennies de coups d'avance, et il a prévu son truc, et
en gros, il a un objectif. Est-il vraiment méchant ? Non, parce qu'en fait, il a un objectif derrière et il se perd pas dans ce truc-là. Lui, alors il faudra voir comment ça évolue, il y a eu que 2 tomes de sortie. Lui a l'air littéralement de se noyer dans sa vengeance. D'accord, ok. S'il a un plan, mais Itachi au début ça se voyait pas forcément, mais s'il a un plan, il est super bien caché, mais peut-être que ça va évoluer comme ça, et ce serait d'ailleurs un très bon twist. Mais là, vraiment, il est ivre de vengeance, ça le nourrit, il n'y a que ça dans sa tête. À un moment, il y a un petit personnage qui ressemble un peu à Anya dans Spy Family, une petite fille un petit peu faux-folle, ingénue, mais dont on se rend compte que derrière sa naïveté, elle a une plus grande compréhension que les autres. Même physiquement, elle ressemble un petit peu à Anya, et ça fait du bien, parce que ça rapporte un peu de naïveté et d'optimisme dedans. Ça suffit pas, en tout cas là, ça suffit pas à l'attendrir. Nous, ça nous fait souffler un petit peu, parce que s'il y avait que sinon c'est ultra s'il y avait que Dark Sasuke bis, ce serait vraiment très très lourd, et c'est un peu comme dans Naruto, tout ça c'est compensé par un personnage qui va être très positif. Elle est bienvenue, elle arrive assez tardivement dans le premier tome, mais elle est bienvenue, cette petite fille, parce que vraiment ça permet de se décrocher de cette spirale de noirceur de ce personnage là. Moi pour le moment j'ai pas le sentiment qu'il ait un plan. Je vois plus le coup venir il s'entoure de plus en plus malgré lui de personnages assez positifs. D'accord, qui vont sortir un peu de ça. Ouais, soit avec de la naïveté, soit son sidekick qui lui est positif mais comprend, sait tout par quoi il est passé, et donc lui il est plus dans la compréhension, l'autre elle est plus une espèce de zone de bonheur, bouffe-toi mon bonheur dans la tronche. Enfin, elle a pas une vie particulièrement heureuse, mais elle reste malgré tout assez optimiste. Moi j'ai plus l'impression que ça va le reconnecter à un moment ou à un autre avec son humanité, et ce sera sans doute pas facile à ce moment-là, parce qu'à la différence de Itachi qui a tout pesé ce qu'il a fait et il savait pourquoi il le faisait, si lui à un moment il est sur un chemin de la rédemption, il va devoir faire face à tout ce fardeau qui s'est accumulé de vengeance, et moi comme je le vois il a pas l'air du tout prêt dans sa tête à ça, donc je pense qu'il va y avoir un gros arc de rédemption, quelque chose qui va être assez difficile, et c'est pas demain la veille qu'on va voir ce personnage là de toute manière évoluer et reconnecter avec son humanité. À mon avis il y a encore un bon chemin à parcourir, du coup plein de tomes à sortir. Ok. J'en ai un autre du coup. Écoutez, on va aller du plus positif, enfin du plus léger au plus lourd. Moyennement léger. Downland. Alors Downland, c'est une BD d'un auteur. Alors c'est Norm Connew, donc ça sonne pas hyper anglo-saxon comme nom. Pourtant, je crois qu'il vit en Grande-Bretagne. En tout cas, il est extrêmement présent en Grande-Bretagne et le titre est sorti là-bas en premier. Donc je soupçonne que ce soit un auteur, un grand breton. Qu'est-ce que ça nous parle ? Alors déjà, c'est gros volume, hein, c'est une histoire en one shot. Ça a des images un petit peu colorées façon aquarelle. Si vous avez lu Lore Olympus, moi ça me fait un petit peu penser à ce style-là. En gros, ça démarre plutôt mal, encore une fois. On est dans les années 90-95, quelque chose comme ça. On suit 2 jumeaux, c'est des faux jumeaux, donc un garçon et une fille. Ils ont 14 ans au début de l'histoire. C'est littéralement le premier chapitre, hein, ça tombe d'un coup. Ils sortent de l'école, le frère va chercher dans un magasin une glace, sa sœur l'attend dehors pour qu'il ramène la glace qu'elle a commandée. Et alors qu'elle attend dehors sur le trottoir, elle se met à hurler parce que elle voit un énorme chien qui semble menaçant et qui lui fait peur. Ce qui est bizarre, c'est que ce chien, personne ne le voit. Il n'y a que elle qui le voit. Et alors ça ressemble un petit peu à Sirius Black dans Harry Potter quand il se transforme en espèce de gros boss. Hein, c'est ce genre de chien-là, un gros Doberman énorme. Ce chien finit par lui sauter dessus et lui passe littéralement à travers. Et son frère arrive, elle est complètement tétanisée, elle lui explique ce qu'elle a vu, mais personne autour ne voit rien, et tout le monde la regarde un peu bizarre en disant mais c'est quoi cette barjo qui s'est mise à hurler. Elle explique qu'au moment où le chien l'a traversée, et depuis ce moment-là elle a extrêmement froid, mais quand son frère lui touche le front et tout, elle est brûlante de fièvre. Et la page suivante, on apprend que le lendemain elle est morte, elle fait une rupture d'anévrisme. Et donc c'est le début de l'histoire, c'est toute cette famille, donc les parents n'avaient que 2 enfants, c'est 2 jumeaux, toute cette famille qui va essayer de se construire sur ce deuil. Donc lui a perdu sa sœur jumelle, ses parents ont perdu un de leurs enfants. Ils ont une forme de deuil au départ qui est un peu étrange, c'est que ils se parlent pas, ils pleurent pas, ils partagent pas trop leurs émotions, pas parce que c'est une famille genre on est des bonhommes, on va y arriver, mais juste parce qu'ils ont l'air tous extrêmement traumatisés par ce qui leur est arrivé, et donc ils sont en mode non, il faut que la vie continue comme si de rien n'était.
Ce qui interroge beaucoup en fait le personnage principal, donc le jumeau restant, sur comment on fait un deuil. Donc il y a déjà toute cette question-là, c'est extrêmement réaliste, hein. On peut tout à fait imaginer que ça pourrait se passer comme ça dans un tas de familles. Et cette famille est à nouveau touchée, c'est que quelque chose comme 1 an ou 2 après, je crois, enfin je sais plus trop la durée, mais un petit moment après, ils ont un grand-oncle qui décède aussi. Alors ils vont pas à l'enterrement parce que ils n'ont pas réussi encore à processer le deuil de cette jumelle. Ils vont au lendemain de l'enterrement où la famille fait une espèce de repas où tout le monde ramène quelque chose, on s'habille en noir, on partage ses vœux de condoléances. Donc ils vont à cette partie-là. Et le jeune homme entend au détour d'une conversation que soi-disant ce grand-oncle qui est mort commençait à perdre la boule et qui criait à qui voulait l'entendre sur ces derniers jours qu'il voyait un espèce de chien énorme et menaçant que personne ne semblait voir. Et donc dans sa tête ça fait tic, évidemment, avec ce qui s'est passé pour sa jumelle. Bien sûr, il fait le lien. Et il se dit, mais c'est tout de même un peu bizarre ce truc-là. Et en fait, toute son énergie qu'il aurait pu déployer dans ces étapes du deuil, lui, il va les mettre dans une forme d'enquête. Ouais, dans sa recherche, ouais. Absolument. Donc c'est un manga d'investigation, une BD d'investigation où il va enquêter sur ce chien pour essayer de comprendre d'où il vient. Et en fait, il va se rendre compte que toute cette histoire, elle est liée à plein de légendes urbaines qu'il y a. Alors les Downlands, c'est une région en Grande-Bretagne. Je veux dire Grande-Bretagne en général parce que je ne sais pas si c'est en Angleterre, en Écosse, enfin, je ne sais plus exactement où c'est. Quasi sûr que c'est en Angleterre, mais on va dire Grande-Bretagne pour pas énerver les puristes. Il va se rendre compte que dans les Downlands, qui est une région qui est composée de trois gros villages, il y a des légendes urbaines. Ils ont une forme de dame blanche, ils l'appellent la dame pâle. Ils ont une légende comme quoi il y aurait un bébé qu'on entend pleurer parfois la nuit à côté de la cathédrale, mais que personne ne trouve jamais, et ce depuis des décennies. Une famille qui aurait complètement disparu, une autre qui serait devenue barjo, une vieille dame qui vit un petit peu en solitaire et que tout le monde considère comme une sorcière. Ça m'a fait un peu penser à Big Fish aussi, avec ce personnage de la sorcière où, dépendamment si tu le regardes avec des yeux un petit peu émerveillés d'enfants impressionnés, tu vas te dire c'est sûr c'est une sorcière, et puis un adulte verrait juste une femme un petit peu excentrique. Et il va se rendre compte que toutes ces légendes là en fait sont plus ou moins liées, et que s'il veut comprendre ce qui s'est passé avec ce chien, il va falloir qu'il comprenne le lien entre tout ça. Donc on est vraiment dans quelque chose presque de policier, sauf qu'on cherche pas un meurtrier, on cherche à comprendre cette légende où il y a un fil qu'on déroule, et plus on déroule, plus on se rend compte que ça rattache plein de choses. Bah c'est quand même il y a quand même du paranormal du coup. À mort, mais c'est hyper bien écrit dans le sens où longtemps pendant l'histoire, et je vous dévoilerai pas la fin, vous en ferez votre propre avis, mais longtemps pendant l'histoire, on se demande si est-ce que il y a vraiment des choses paranormales ou est-ce qu'en fait ce garçon il est pas simplement en train de sombrer. Il a pas créé quelque chose, ouais. En fait, alors par exemple dans Big Fish, l'autre c'est parce qu'il a une imagination débordante. Lui, est-ce que c'est pas pour éviter de faire face au deuil, est-ce que il est pas en train de s'imaginer quelque chose, et justement, il rattache plein de choses qui ne sont que des légendes urbaines et qu'il essaie de trouver une cohérence là où il y en a pas parce que c'est presque psychotique. Le titre fait exprès d'entretenir toute cette confusion là. Je vais pas dire qu'il descend aux portes de la folie, mais ça va très loin dans son imaginaire à lui, mais est-ce que c'est vraiment son imaginaire ? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est grâce à ça qu'il va réussir à faire son deuil, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus apaisé que Kagurabachi précédemment. Il est pas ivre de vengeance et de colère, il est plutôt dans une forme d'échappatoire, mais en est une vraiment, ça vous verrez, pour essayer de processer son deuil. C'est extrêmement touchant. C'est très très beau, c'est très cool si vous aimez un petit peu tout ce qui est mysticisme moderne, parce qu'on va toucher quand même à des légendes urbaines assez modernes. Par exemple, leur Dame Blanche, mais c'est souvent comme ça aussi dans nos traditions à nous, c'est une autostoppeuse. Donc on parle pas de légendes qui datent de l'Antiquité romaine, par exemple. Là, on parle de choses très contemporaines qu'on va revisiter. Il y en a qui sont assez ah mince, vous retrouvez un petit peu partout en fait. Typiquement ces histoires de Dame Blanche, on en a un peu partout, pas que en Grande-Bretagne, et à peu près chaque coin de la France a sa Dame Blanche. C'est rigolo de voir comment, voilà, universel, c'est le terme que je cherchais. Il y a des trucs assez universels qui sont touchés dedans, et finalement c'est ça qui marche aussi, c'est que le deuil c'est universel, et là on y est tous un jour confrontés. C'est très bienveillant, très doux comme lecture. Alors il y a des moments avec des enjeux, il y a des moments d'action et tout, avec beaucoup de suspense, notamment vers la fin du titre, mais il y a une forme de douceur, c'est presque comme un rêve, et c'est d'ailleurs
vraiment comme ça qu'on le vit, parce qu'on sait jamais trop si ce mec-là, il est en train de perdre pied et de perdre la boule et s'enfermer dans ses rêves, ou est-ce que vraiment tout ça est vrai, est-ce que seulement une partie est vraie, enfin voilà, ça c'est un petit peu l'enjeu du truc. Si je répondais à cette question-là, vous auriez plus aucun intérêt de découvrir l'histoire, et ce serait dommage, parce qu'elle est vraiment très belle. Yes. Donc dans le Lance, on peut parler du deuil de manière très douce et très positive. Et ça alors juste une petite partie, alors vous pouvez voir qu'aussi ces formats-là, du coup on rentre un petit peu dans le détail de la lecture. On va essayer au maximum de ne pas spoiler les histoires, le but, mais forcément, là comme on donne un avis, forcément on va rentrer un petit peu plus dans le voilà, je vous ai spoil l'histoire du chien et tout, c'est littéralement le premier passage, hein, vous lisez 5 pages. Ça tombe comme un coup près très vite, c'est on vit une vie formidable, on est à l'école à tel endroit, c'est ma sœur jumelle, je lui achète une glace, elle voit un chien chelou, je tourne la page et le lendemain elle est morte. Ouais, non, mais on est d'accord. Donc ça, vraiment, je vous ai spoilé les 4 premières pages. Mais oui, c'est difficile de parler du contenu d'un bouquin, surtout si on veut être un peu plus spécifique que sur Insta et TikTok, si on vous en donne pas un peu plus de détails. Autant sur le one shot, c'est sûr que là, forcément, tu vas en donner beaucoup de détails. Ouais. Autant sur les mangas, comme on va rentrer dans des séries, des premiers tomes de série là avec Kagurabachi, forcément là on n'a pas toutes les ficelles, mais surtout Kagurabachi, à mon avis, ça va durer longtemps. On est parti sur vu le succès de la série sur quelque chose qui à mon avis va durer alors par longtemps, j'entends pas forcément plus de 100 tomes comme One Piece, mais je serais pas étonné que ça fasse une bonne quarantaine de tomes comme l'a fait My Hero Academia, quoi. Donc voilà. Tout ça tranche plutôt pas mal avec le dernier que je vais vous montrer, c'est la nuit des lanternes de Jean Etienne, où là on va parler deuil, mais alors sur une manière beaucoup plus horrifique. Alors surtout pas à mettre entre toutes les mains, c'est du 16+, parce que il y a de la violence et il y a un peu de gore, et surtout il y a une forme d'épouvante qui est très 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 présente. L'histoire, je vous la pitch un petit peu le début. On nous dit pas exactement une île où, mais en gros ça se passe sur une île, ça ressemble beaucoup à une île bretonne, hein, très honnêtement. C'est pas spécialement dit, mais on semble être sur le territoire français, et on va suivre une jeune fille. Alors attendez, je vais vous montrer sa petite tête. Cette jeune fille là, qui est une jeune adulte qui revient sur son île natale. Parce que chaque année il y a une cérémonie qui est faite qui s'appelle la cérémonie des lanternes, où en gros c'est une cérémonie où chacun va venir allumer une lanterne, va essayer d'y mettre dans sa tête tout un peu les souvenirs, tous les pensées négatives de ce qui s'est passé pendant l'année, et on va laisser consumer la lanterne. C'est une façon de tourner la page et de dire on laisse consumer toutes ces émotions négatives et on repart l'année avec quelque chose de positif. Donc c'est une tradition qui est faite chaque année sur son île, donc ils se mettent autour de cette espèce de construction un peu golimique, on sait pas trop ce que c'est pas vivant, hein, c'est un espèce de totem. Tous les habitants de l'île viennent là et vont venir allumer une lanterne, confier leur frustration, leur tristesse, leur rage, peu importe ce qui leur est arrivé de négatif dans l'année, et laisser le truc se consumer et revenir à leurs habitudes. C'est une fête assez joyeuse, on pourrait voir ça un petit peu comme une façon de célébrer le nouvel an sur cette île. C'est un peu chamanique. Ouais, il y a un petit côté un peu chamanique, surtout qu'il y a une espèce de vieille qui préside la cérémonie, et c'est d'ailleurs assez rigolo, c'est que donc elle est en espèce d'habit traditionnel, on sent qu'elle répète un discours qui est presque un rituel quand elle invite les gens à allumer leur lanterne et tout, et puis une fois que c'est fini, elle est en mode allez, il y a Grey's Anatomy qui passe sur Netflix, à l'année prochaine, moi je rentre chez moi, j'ai ma série à mater, quoi. Donc c'est contemporain, c'est très ancré dans le réel, mais ils ont ce petit moment de culture un peu folklorique sur cette île. Oui, c'est un peu païen, quoi. Enfin, c'est un peu un peu païenne, on va revisiter un peu. Okay. Mais voilà, c'est un peu une fête du renouveau, un genre de renouveau de l'année, parce que l'année qui suit, on est débarrassé en fait des fardeaux de l'année qui vient de passer si on a fait ce petit travail-là. Okay. Et donc cette fille revient sur son île natale et on y apprend en fait qu'elle était partie relativement fâchée. Pourquoi ? Parce que il y a autrefois eu un incendie. Son papa était gardien de phare, je sais pas comment on appelle ça. Il y avait eu un incendie dans le phare, son papa est décédé, et en fait la dernière conversation qu'elle avait avec son papa, elle était adolescente à ce moment-là, c'était une dispute, et donc depuis elle est un peu bloquée dans son deuil parce qu'elle a le sentiment de n'avoir jamais pu faire la paix avec son père. Elle est rongée par la culpabilité de la dernière conversation qu'elle avait eue avec lui, c'était une dispute, et
elle s'est construite du coup sur la colère, elle s'est beaucoup fâchée avec sa maman, elle a un petit frère qui est encore jeune, donc elle, quand elle revient sur l'île, là, elle est adulte, son petit frère est encore enfant, il est jeune adolescent, il vit toujours sur l'île, un petit frère avec qui elle s'entendait très bien et qui depuis la mort de son papa, elle est sombré dans le mutisme. Son petit frère il parle plus, il écrit que sur son téléphone et son téléphone parle à sa place. Il est bloqué sur du mutisme, et donc voilà, elle est partie, on sent qu'il y a un gros contentieux avec sa maman, on sait pas quoi exactement. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire que elle est fâchée envers sa mère a l'air fâchée envers elle, n'empêche que voilà, c'est la nuit des lanternes, donc elle revient sur l'île pour faire ce rituel-là. Elle revient aussi parce qu'elle voudrait parler de quelque chose de très précis avec sa maman, c'est dévoilé dans l'histoire, je vous dirai pas de quoi il s'agit, parce qu'elle revient pas chaque année, ça faisait longtemps qu'elle était pas revenue, mais donc là elle se dit j'ai besoin de parler avec ma mère, tant qu'à faire je vais revenir pour cette cérémonie-là. Elle essaye de parler un petit peu avec sa maman à mesure qu'elles vont sur l'endroit où il y a la cérémonie, elle allume sa lanterne et elle discute avec sa mère et ça se passe très mal. Elle se dispute et cette jeune fille va du coup de colère casser sa lanterne, et en fait il faut surtout pas faire ça parce qu'il y a une légende qui dit que si tu fais ça, ça va réveiller une créature abominable qui va tout faire pour essayer de voler ton cœur. Pourquoi ? Parce qu'en gros si t'es tellement noyé par la colère que t'as pas réussi à accomplir le rituel et que t'as pété ta lanterne avant, c'est qu'en gros t'as un cœur littéralement enflammé et cette créature va être réveillée, va tuer des gens jusqu'à ce qu'elle arrive à arracher ton cœur parce que c'est pour ça qu'elle est venue. Et spoiler alerte, c'était pas une vanne. La créature arrive vraiment et c'est là où ça va devenir très horrifique. On est dans un truc un peu, c'est presque un huis clos parce qu'ils sont coincés sur cette île, donc ils peuvent aller nulle part, donc ça fait presque du Alien mais juste pas dans un vaisseau spatial. Il y a une créature horrible, il y a aucun moyen de lui échapper complètement, il faut constamment courir, constamment se cacher à nouveau, et cette créature est vraiment horrible. Et en fait pour survivre à cette créature, il n'y a pas 30 000 façons, il va falloir qu'elle arrive à faire la paix, il va falloir qu'ils arrivent à crever l'abcès avec sa maman et à passer cette histoire de deuil qui les a empoisonnés parce que ni la maman, ni la jeune fille, et ni même son frère qui est tombé dans le mutisme, n'a jamais réussi à faire le deuil du papa. Et donc on va nous dévoiler des informations au fur et à mesure sur mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment la nuit où le papa est décédé, qu'est-ce qu'il y a vraiment entre cette fille et sa mère, pourquoi cette fille elle est revenue sur l'île, qu'est-ce qu'elle avait à raconter, pourquoi alors qu'elle est vraiment fâchée, pourquoi elle a voulu s'exposer comme ça à une discussion avec sa maman, mais sous fond d'une créature qui est là pour détruire tout un tas de gens, et ça va continuer sauf s'ils arrivent vraiment à régler leurs problèmes. D'accord, mais du coup alors les autres personnes qui étaient sur l'île, ils sont infectés, ils se font oui, ils n'ont rien demandé, et s'ils sont sur le chemin de la créature, voilà, ça se passe mal pour eux. Donc là, on est vraiment dans du fantastique et dans de l'horreur. C'est-à-dire que, ok, ils ont cette tradition chamanique, personne n'avait brisé une lanterne jusque-là, tout le monde se prêtait plus ou moins au jeu. Au pire, vous veniez pas, c'était pas grave. L'essentiel étant si vous allumez une lanterne, vous la laissez consumer jusqu'au bout. Tout le monde a respecté toujours la règle. Oui, il y avait cette légende qui disait qu'il y aurait une bestiole qui se pointerait. Personne n'avait tenté le coup. Donc, et on sent que personne n'y croyait vraiment, et que tout ça leur tombe dessus. C'est là, c'est littéralement la définition du genre fantastique, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui devrait pas se passer. On peut pas l'expliquer parce que, bien sûr, la magie existe, tout le monde le sait. On peut pas l'expliquer parce que, bien sûr, on a fait un bond en avant scientifique, on sait très bien comment ça se passe. Non, on peut pas l'expliquer, et ça horrifie les personnages. Et en plus, là, on va plus loin parce que vraiment, c'est une créature très violente et très cruelle. Donc, on est vraiment dans un récit fantastique d'horreur. En one shot aussi, mais qui du coup est une espèce d'allégorie sur comment peut se passer le deuil quand on est dans la colère. Alors on n'est pas dans la vengeance comme dans Kagurabachi, là on est vraiment sur des gens qui sont bloqués sur la colère, sur les non-dits, sur j'ai érigé des barrières et du coup ma colère elle a pas pu se diffuser, elle a pas pu partir et je suis enfermé dedans et j'arrive plus à communiquer avec les autres, et sur fond de tout ça il y a cette créature qui émerge et qui va venir disloquer les gens. Voilà, donc trois récits de deuil. C'est pas le sujet le plus pipou de l'univers, mais finalement le hasard a fait que sur ce qui est sorti récemment, c'était un sujet qui était très abordé et que moi j'ai trouvé très touchant parce que alors le deuil ça peut être plein de choses, là on est sur le deuil lié à la mort, mais je m'interroge beaucoup sur ces questions-là en ce moment, et de me rendre compte que ça peut vouloir dire plein de choses, il y a plein de façons d'évacuer ces questions-là. Ça a beaucoup nourri ma réflexion sur ces questions-là. Et j'ai trouvé intéressant de me dire quelque chose qu'on voit comme négatif. Personne n'a envie de passer par une phase de deuil, que ce soit le deuil suite à la mort, que ce soit le deuil suite à quelque chose qui vous est retiré de votre vie, peu importe quoi. C'est en général pas quelque chose qu'on a envie de faire. Mais je trouvais intéressant de se dire que finalement il y a 1000 façons de le faire.
Et par exemple dans Downlands, on vous montre une façon qui est très douce, qui est très belle de faire le deuil. Je trouvais ça joli de se rendre compte que voilà, c'est pas forcément quelque chose d'hyper négatif ou une aventure hyper horrible, même si dans La Nuit des Lanternes on est complètement dans le deuil horrifique, hein. Et donc à Gurabachi on est dans le deuil toxique où on se dit comment cette personne elle va s'extirper de ça, rien ne semble être capable de l'extirper de ça. Donc voilà, je trouvais intéressant sur un simple sujet comme ça de se rendre compte qu'on avait des styles très différents, que ce soit en manga ou en BD, qu'en gros la culture geek peut être extrêmement riche, elle peut s'emparer de sujets universels. Il y a des tas d'auteurs extrêmement classiques depuis la nuit des temps qui réfléchissent sur la question du deuil et vous racontent des histoires autour de l'acceptation du deuil, de comment on gère toutes ces choses-là, et de se dire finalement on n'a pas obligé d'aller voir chez les auteurs classiques, on a des auteurs contemporains très orientés pop culture et littérature de l'imaginaire qui vont pouvoir vous parler très très bien de deuil. Moi je trouve que c'est intéressant parce que on voit à travers la littérature et maintenant même des littératures assez récentes comme peuvent être le manga ou ce type de lecture, ils se partent en fait de sujets qui sont des sujets matures. On sort vraiment des shonen classiques, on sort de beaucoup de choses. Et je pense par exemple à Bonnie Poon Poon qui va parler de la dépression. Il y a des thématiques qui sont très très fortes. On sort bien sûr forcément des carcans du Dragon Ball, etc. Mais c'est très intéressant, je pense, pour se construire. Parce que en fait, le lectorat aujourd'hui il évolue. Le lectorat, on en a des lecteurs qui vont être uniquement sur le manga, et c'est important d'avoir en fait toutes ces approches, toute cette panoplie de sujets qui sont établis, hein, et du coup de faire des rapprochements, des raccords entre les différents supports, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que il faut que cette vision des choses, cette culture, elle soit amenée à tous les types de lectorats, quoi. Absolument. Ouais. Oui, alors ça peut être vraiment une conclusion, je pense, à chaque fois qu'on parlera de culture geek, c'est que quel que soit le public dont vous pensez faire partie, c'est fait pour vous en fait. Je vous mets au défi de venir à la boutique et de me dire c'est que de la littérature, enfin c'est les gens qui souvent disent ça vont même pas dire de la littérature, c'est que des livres d'images pour enfants, par exemple, en parlant du manga. Ça aborde pas de vrais sujets. Moi je pense pas que ça peut m'intéresser. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs des mamans qui venaient chercher, ou même des grands-mères qui venaient chercher pour leurs petits-enfants des mangas et qui ont eu au moins la curiosité de poser quelques questions et d'échanger avec moi, où on a pu se rendre compte qu'en fait ce qu'elles lisent déjà par ailleurs, elles peuvent trouver des centres d'intérêt dans la culture manga. Je me rappelle, c'était une maman une fois qui était venue, qui cherchait quelque chose vraiment pour son enfant, qui avait fini de lire Chi, et elle était vraiment imperméable à tout ça. Elle disait le manga, vas-y, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour les enfants, c'est un peu bébête. Et en échangeant, j'ai appris qu'elle lisait énormément de bouquins policiers, et on a parlé de Stunts, qui est une série de manga très courte, je crois que c'est 3 tomes, sur une enquête policière, où on est vraiment dans un mode très thriller, et qui est extrêmement bien construit, et finalement elle s'est laissée convaincre, elle a pris le premier, elle est venue chercher les 2 autres. J'en ai une autre qui était plutôt en mode non mais moi je lis des romans un petit peu à l'eau de rose, genre façon, pas forcément histoire d'amour, mais façon tranche de vie quotidienne, et on a échangé, et je vais conseiller Jimbocho Sisters. C'est cette histoire de 3 sœurs qui héritent de la librairie d'occasion de leur grand-père décédé au Japon. Ça vous renseigne sur les tranches de vie au Japon, comment, parce qu'en plus elles ont chacune un âge très différent, elles sont à des moments de leur vie très différents. Il y en a une, c'est une working girl, l'autre elle vient de finir ses études, elle apprend de la gestion de la librairie, l'autre elle est encore dans ses études, donc ça vous donne des tranches de vie sur plein de choses différentes. Derrière il y a quand même un petit enjeu, c'est qu'on sent que cette librairie elle cache un secret, et elle attire un espèce de acheteur libraire mafieux qui va essayer d'approcher ces sœurs là pour prendre le contrôle de leur librairie. Donc finalement il y a quand même de l'enjeu et un antagoniste, et là c'était une grand-mère, et finalement elle est partie avec les tomes, et elle en a déjà lu 3. Donc c'est quoi que vous lisiez, même si vous pensez que les mangas c'est pas fait pour vous, et dans quel cas il y a quand même très peu de chances que vous regardiez cette émission là, mais peu importe, si par bonheur vous tombez dessus, c'est sûr, il y a des mangas faits pour vous, sûr et certain, et c'est vrai pour les BD, c'est vrai pour les romans de littérature de l'imaginaire.
il y a tellement de choses qui existent, on peut doser ça sur tellement de manières différentes que sûr et certain, il y en a plus d'un qui est fait pour vous. Bah, c'est sûr, après c'est comme tout, je pense que il y a encore une image un peu, moi je trouve, hein, il y a encore on croise encore pas mal de personnes qui pensent que c'est une sous-culture ou voilà. Ouais. On en est très loin maintenant, on voit le manga tellement, et alors, moi je parle plus un peu sur le manga parce que c'est plus ce que je connais, mais toutes les littératures maintenant ont tellement explosé que on peut trouver tout ce qu'on veut et vraiment que ce soit du shonen, vraiment du daily life, vraiment c'est très 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 poussé dans tous les sens, donc n'hésitez pas, il y aura, si vous voulez chercher une thématique, on aura, il y a tout au niveau de la littérature, donc c'est ça qui est intéressant. On peut se construire uniquement avec les littératures de l'imaginaire et c'est super quoi, moi clairement, moi je trouve ça tellement épanouissant et aussi frustrant parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, hein. C'est le côté non, c'est un jour on parlera de l'industrie du livre en général, et ça c'est vrai avec tous les libraires, pas que les libraires de l'imaginaire, c'est à la fois une bénédiction et un problème, c'est qu'il sort tellement de choses entre ce qui est localisé parce que ça a été écrit ailleurs. Alors dans la littérature de l'imaginaire il y a beaucoup de romans anglo-saxons qui sont localisés, mais il y a aussi de plus en plus d'auteurs francophones qui sont enfin édités. Il y en a toujours eu, mais en France c'était un genre qui était un petit peu mal vu, donc les auteurs francophones n'étaient pas trop mis en avant, mais voilà, entre ce qui vient de chez nous, ce qui vient pas de chez nous et qui est quand même aujourd'hui localisé en France, et je pense que c'est aussi un problème et à la fois une bénédiction sur le monde du jeu, mais voilà, on est noyé d'incitations et de produits culturels. Les parcours pour réussir à se faire éditer aujourd'hui sont vraiment des parcours du combattant, donc rien n'est vraiment mauvais si ça arrive sur les étagères d'un éditeur et que ça finit dans le commerce, parce qu'il y a eu tellement de degrés de sélection que c'est forcément abouti. Après ça peut être votre style, votre genre, votre préférence ou pas, mais il y a énormément de trucs. Donc s'imaginer que c'est de la sous-littérature, que ça nous rappellera un des agents immobiliers qui nous avait fait visiter le local pour la première boutique qu'on a eue. Évidemment, on n'a pas travaillé avec lui parce que son approche était vous êtes restés des enfants. Non, c'est pas forcément des choses pour enfants. Et quand bien même ça le serait, c'est pas forcément un problème. Ce serait bien si certaines personnes renouaient un petit peu avec leur âme d'enfant et relisaient un peu quelques titres qu'ils lisaient en tant qu'enfant. C'est pas de la sous-littérature mal écrite. Je vous invite à lire Le Seigneur des Anneaux sans trembler des genoux et de me dire que le style est mal écrit. Ou il y a d'autres auteurs, hein. Il y a David Gemmell aussi qui écrit beaucoup de fantasy, d'inspiration historique, qui a un très très bon style, que certains pourraient qualifier un peu de classique. Donc je vous invite à lire Pierre Pével par exemple aussi, c'est un très bon auteur français, et d'aller me dire que c'est de la sous-écriture. Enfin, il faut vraiment ne pas savoir de quoi on parle pour dire ça. Et si votre kink c'est les romans très descriptifs et extrêmement détaillés, eh bien vous en aurez aussi dans la littérature de l'imaginaire comme dans n'importe quel autre genre. Bah c'est sûr, hein. Mais après tu disais les auteurs français, par exemple là, La Nuit des Lanternes, c'est un auteur français. C'est un auteur français, ouais, absolument. Donc, du coup bah, je trouve qu'il y a quand même en France, dans les auteurs français, ça pullule en fait, hein. Mais c'est juste que ça a du mal à arriver sur les étagères, j'ai l'impression, hein. Du coup c'est moins mis en avant, je trouve. En bande dessinée ça va encore à peu près, parce que vraiment la BD, que ce soit la franco-belge ou ce qu'on appelle la BD de genre comme ça, c'est culturellement très français, à tel point qu'on a inventé d'autres mots, ou en tout cas qu'on utilise, parce qu'on les a pas inventés, c'est chaque pays qui a mis les mots qu'il voulait, mais on a repris en France d'autres mots quand il s'agit de BD d'autres pays. Les mangas, ça n'est jamais que de la BD japonaise. Oui. Les comics, ça n'est jamais que de la BD américaine. Et il y a des codes derrière ces choses-là, comme il y a des codes pour la BD de genre francophone. Alors je dis francophone parce qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs belges, et c'est d'ailleurs très représenté chez les auteurs belges. Mais oui, historiquement sur la BD quand même, on a une bonne représentation des francophones. Sur les romans, on a maintenant des maisons d'édition qui n'éditent que des auteurs francophones, et c'est bon, ça commence à faire une paire d'années, de décennies qu'on a des bons auteurs francophones qui sont publiés. Je dis pas qu'avant il n'y en avait pas, juste que les bons auteurs étaient malheureusement pas toujours publiés. Aujourd'hui on a des maisons qui se sont dédiées à ça, et comme il y en a qui font pratiquement que de la localisation, de la traduction, et c'est très cool aussi parce que c'est cool d'avoir des œuvres d'ailleurs, mais ça va, on commence à avoir quand même des vrais auteurs de romans francophones. Sur le manga,
fois c'est un peu plus diffus. On a du côté de Cana, ils font pas mal de boulot là-dessus, avec des auteurs français ou alors italiens et espagnols. Et ils ont sorti Manga Isho, qui est un magazine de prépublication comme on a genre le Shonen Jump au Japon. Ça sort tous les trimestres en France, et ça c'est en France. C'est Kana qui le représente. En fait, c'est une association de plusieurs éditeurs de pays européens. Et donc, dedans, c'est un souhait, ça ne présente que des auteurs européens. Donc, ça commence à arriver. Il y a des auteurs très très connus de manga. Radion, c'est fait par un mangaka français. Enfin, il y en a d'autres là. Récemment, il y a eu Scarecrow, il y a eu les héritiers d'Agion, ouais. Je sais plus comment on dit, j'ai peur de mal prononcer le nom, qui est une autrice française. Il y a une autrice italienne, parce que je confonds avec le roman de Aurore Loneida. Elle a fait un manga, cette italienne, sur tout un truc qui se passe dans le monde des rêves. Je crois que c'est Loneira, un truc comme ça, mais qui est aussi dans Manga Isho, de toute manière, vous pourrez le retrouver là-dedans. Mais ouais, il y a de plus en plus d'auteurs, et des bons auteurs, qui font des trucs sur du manga francophone, et c'est cool. Et c'est pas aberrant non plus, parce que on est le deuxième pays au monde qui consommons le plus de culture manga. Ça aurait été étonnant de se dire, des décennies après Dragon Ball, que ça n'aurait inspiré aucune carrière, quoi. Donc évidemment, il n'y a aucune raison de penser que on n'est pas capable de faire des bonnes choses en France. Évidemment que cette culture, même éditoriale, elle est moins répandue qu'au Japon. C'est fait différemment en France. On ne tue pas les auteurs à la tâche, et c'est peut-être mieux comme ça. Donc du coup, c'est moins prolifique et ça sort beaucoup moins vite, mais il y a quand même des choses qui sortent. Après, moi je pense que pourquoi on parle de ça, du coup, moi je trouve que c'est intéressant, l'idée c'est pas forcément de dire on veut mettre un drapeau français sur l'entre-deux-mondes, l'idée c'est aussi de montrer que il en faut pour tout le monde, et je pense que c'est important aussi. Nous on a réussi à construire aussi, l'entre-deux-mondes s'est construit dans France, et ça existe parce que du coup il y a un vrai besoin, tu vois, et je pense que c'est important de mettre en avant quand même le local. Nous on essaie de le pousser au maximum, des actions qui sont locales, etc. Il y a une communauté qui se crée, donc c'est aussi intéressant. Nous on a des auteurs avec lesquels on travaille, comme tu disais Aurore tout à l'heure, qui sont des auteurs locaux, et je pense que c'est important quand même de montrer qu'il y a du savoir-faire, et il y a bien entendu il y a forcément énormément de grands auteurs à l'étranger, mais du coup il y a aussi vraiment une part belle à donner aussi aux acteurs locaux, quoi. Donc je pense que c'est important. C'est aussi important de découvrir qu'il y a des talents chez nous, quoi. Voilà. Moi je trouve que c'est très très intéressant. Je sais pas si tu avais d'autres choses à apporter sur le roman. Non, mais si tu veux, je peux peut-être te faire une petite transition. Oui, mais moi je veux bien, justement. Alors, tout ça montre finalement que on a des petits changements de distribution. Oui. Autrefois, on entendait parler que ce qui sortait au Shonen Jump, c'était localisé, et hop, grosse machine, Shonen Jump, on prend pas trop de risques. La série, elle fait un succès de ma boule là-bas, on débarque en plus avec des animés et tout, et là, c'est la grosse machinerie qui se met en place. Ce qu'on voit aussi venir de plus en plus, c'est des plus petites initiatives éditoriales, loin des gros bulldozers, avec des fois des gens qui interviennent. On a dit par exemple des auteurs français, là où autrefois on les attendait pas, et qui sortent un petit peu des cases, qui sortent un petit peu des genres habituels, et qui se disent et en fait, pourquoi pas moi? Et je trouve que ça fait une bonne transition avec ce dont tu voulais parler. Tout à fait. Moi je vais venir avec un sujet qui est totalement différent de ce que Loïc vous proposait, un peu plus léger, mais c'est pour parler un peu des ficelles, en fait, et des nouveautés, en fait, dans la ligne éditoriale de certains jeux, parce que là je vais parler de jeux. Vous avez peut-être entendu parler, je vais vous parler d'un jeu qui n'est même pas encore sorti, qui sort la semaine prochaine, et qui va arriver sous les étalages la semaine prochaine. C'est le jeu qui s'appelle Camarade. Alors vous en avez peut-être entendu parler parce que du coup ça fait un peu le tour des réseaux. C'est un jeu édité par Le Passe-Temps et mis en avant par son fer de lance qui est Simon du Passe-Temps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent pas être très nombreux. Ouais, je pense pas, parce que du coup on entend beaucoup parler. C'est le gérant du Passe-Temps, du coup, qui s'est fait connaître énormément par son contenu de communication et du coup son franc-parler, parce que se passe beaucoup
du coup il donne énormément son Oui, il avis. donne bien son avis. Et c'est intéressant. Et du coup, nous, en tant que boutique indépendante, moi je trouve que ça fait beaucoup écho sur notre vision du monde du jeu. Bien sûr, on a du coup énormément de jeux qui sont en rayon en rapport avec du coup les tendances, etc. Mais on est toujours attaché à des distributeurs. On va voir un peu, il y a Asmodée qui va nous proposer des choses, il y a Lacroix qui va nous proposer des choses qui sont pertinentes. Bon, après, nous, on fait nos choix. Mais là, il y a une approche différente. Juste une toute petite aparté, c'est quoi la différence entre un distributeur et un éditeur? Ah ouais, c'est clair, mais c'est peut-être pas toujours clair pour les gens. Voilà, du coup, un éditeur va éditer le jeu comme il le fabrique. Voilà, il le fabrique, c'est le fabricant du jeu. Voilà. Le distributeur, c'est celui qui va nous, c'est la logistique en fait. C'est la commercialisation, voilà, celui qui va s'occuper de vendre le truc aux boutiques. Donc c'est aussi via les boutiques nos réseaux de distribution. C'est-à-dire vraiment, ils vont nous alimenter, nous donner la possibilité d'acheter les jeux. Donc derrière un distributeur, il y a parfois plusieurs éditeurs. Ouais, tout à fait. Par exemple, alors pour reprendre un des plus gros, Asmodée, il a une pléthore d'éditeurs derrière lui. Donc c'est aussi la possibilité à des plus petits acteurs de pouvoir commercialiser au maximum leurs jeux. Voilà, plutôt qu'envoyer chaque éditeur envoyer son produit à chaque boutique. C'est un métier qui n'est pas le leur, c'est logistiquement difficile. La puissance logistique, ouais. Et ils se regroupent derrière un distributeur, et plutôt que faire une seule commande de 6 jeux chez un petit éditeur, et ça aurait été beaucoup trop coûteux pour eux de nous l'envoyer, finalement cette commande elle est mélangée avec tout un tas d'autres trucs qu'on commande chez le même distributeur, et ça rend la distribution et la commercialisation beaucoup plus possible. Et au moins comme ça l'éditeur, lui, il se concentre sur son job qui est de travailler avec des auteurs et des illustrateurs pour créer et fabriquer des jeux. Oui, tout à fait. Mais après, c'est un marché qui se concentre. On va dire, du coup, on est obligé de faire appel à ces distributeurs. Par exemple, il y a des éditeurs, on ne va pas pouvoir travailler directement en direct. La plupart, c'est comme ça. Sauf que ça fait des intermédiaires. Et comme dans n'importe quel marché, du coup, les intermédiaires, ça fait des frais en moins pour les auteurs, etc. etc. Donc, c'est une balance. C'est une balance à trouver. C'est de la marge en moins, mais ils vendent des quantités bien plus que s'ils étaient tout seuls dans leur coin. Mais c'est un peu comme tout. Je veux dire, nous, l'entre-deux-mondes, elle existe de façon indépendante. De façon, quand on a monté l'entre-deux-mondes, on s'est posé la question, est-ce que rentrer dans une franchise ou non, voilà. Est-ce qu'on rejoint un réseau qui existe avec la puissance d'un réseau. Mais on se dit, non, on va faire notre boutique à nous, et on aura la liberté qu'a une boutique indépendante. Un jour, on fera une émission pour parler de la genèse de l'entre-deux-mondes. Oui, c'est intéressant, moi je pense. Pourquoi on a fait certains choix. Et on est content parce que forcément, en tant qu'indépendant, on n'est pas contraint à implanter tel ou tel produit qu'on voudrait pas implanter. Ouais. Voilà. Et ça aussi, on pourrait débattre sur plein de choses. Mais pourquoi? Je vais recentrer sur le schéma de Camarade. En fait, Camarade, c'est un jeu du coup que Simon a voulu mettre en avant. Parce que du coup c'est un jeu qu'il aimait bien. En fait c'est la réédition d'un ancien jeu qui s'appelait Risk Express par un auteur très connu qui s'appelle Rainer Knizia. Docteur Rainer Knizia. Ouais, c'est un docteur. Donc docteur allemand. Voilà, que vous pourrez. C'est un nom qui est très connu dans le jeu. Du coup, par exemple, via Shoten Toten. Ouais, si vous connaissez pas Shoten Toten, faut jouer à Shoten Toten. Mais du coup, c'était un jeu qui n'existait plus, qui était sorti de la distribution, simplement. Peut-être dû à une édition qui était peut-être un peu vieillissante, plein de choses. Je pense une thématique peut-être qui parlait moins aussi. Peut-être, exactement. Et du coup, Simon Dupaston, il s'est dit, pourquoi pas du coup le ressortir ce jeu, parce que je l'aime bien, et le ressortir, mais sous un format, sur un schéma de distribution différent. C'est-à-dire, je vais prendre moi le jeu, le passe-temps, il va prendre le jeu et il va le rééditer sous son nom. Voilà. Qu'est-ce qui a changé quand même? Parce que il n'y a pas que le nom qui a changé. Non, bien sûr que non. Il y a le graphisme. Ils ont fait un gros travail de graphisme parce que du coup, c'était vieillissant, c'était des tuiles, même si le système de jeu était très pertinent. Voilà. Donc on va reprendre des graphismes qui sont plus
récent, avec des choses qui sont plutôt en couleur, un packaging qui est attrayant. Vous allez voir. Alors là, je peux pas vous le montrer parce que du coup, c'est vraiment un peu l'avant-première. C'est un petit pochon. Voilà, vous allez voir, c'est très très sympa. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est la démarche de distribution. Elle est accompagnée aussi d'une démarche d'acteurs qui sont indépendants également. On a du coup le matos qui est accompagné pour ce jeu et qui est fabriqué par un tout petit fabricant de jeux qui s'appelle Offline. Alors quand je dis tout petit, c'est indépendant, c'est ça que je veux dire. On travaille déjà avec Offline, c'est eux qui font les petites pistes à dés qu'on a du coup. Alors tiens, vas-y, tu peux montrer. Alors ça, c'est notre magnifique piste à dés qu'on a fait personnaliser, donc avec Rémou. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver. Alors c'est l'extension du jeu, du coup, vous allez pouvoir le retrouver. Et aussi, c'est eux qui fabriquent les dés. Donc alors là, tiens, tu peux montrer. C'est les petits dés. Alors ça, c'est les petits dés Offline qu'on a été à Vichy qui nous ont gracieusement offert. C'est les dés premiers joueurs. Je trouve ça vachement bien. Voilà. Donc petite structure, petite entreprise française. Dans l'est de la France, je crois. Ouais, exactement. Ils sont pas en Allemagne. Ils sont... pas en Allemagne, en Alsace. Ils sont et moi je trouvais ça vraiment intéressant de se dire on va aller chercher des acteurs locaux pour pouvoir fabriquer notre jeu plutôt que d'aller le fabriquer l'autre bout de la France, enfin l'autre bout du monde plutôt, pardon. On va aller le fabriquer ici et c'est autant intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous, pourquoi on travaille avec Offline? Parce que du coup, c'est des fabricants en fait d'accessoires. C'est des accessoristes pour le jeu de société. Ils font de plus en plus leur propre jeu. Donc ils ont récupérer quelques jeux qui sont intéressants. Par exemple, il y a Haru Ichiban qui est sorti il n'y a pas très longtemps sous le format un peu de tube. C'est Monsieur Catala. C'était Monsieur Catala et du coup c'est pareil, c'était un jeu qui était anciennement édité et du coup qui a été réédité sous un format plus attrayant avec les pistes 2D, des pistes de jeu, tout ça, etc. Il y avait eu Kyudo, exactement. Un roll and write mais d'affrontement avec la voix de l'arc, tout ça. Donc ça c'est des jeux qui sont édités chez Offline et dans lesquels ils implantent leur savoir-faire, donc de la fabrication des pistes à dés, des tapis, du dé, voilà tout simplement. Et donc Simon il a dit écoute, moi j'aime bien le matos, je vais aller leur demander. Et en fait c'est toute l'échelle qui est intéressante, c'est l'échelle de réactivité. Je pense que bien sûr ils auraient pu aller voir en Chine pour le faire, mais pourquoi pas, il y a le savoir-faire en France. Donc ça c'est vachement intéressant. Il y a aussi pour nous en tant que boutique, là je vais parler à ton de la boutique, pourquoi on travaille avec Offline, c'est qu'il y a une flexibilité dans le travail qu'on peut faire avec Offline. Alors s'il y a bien un fournisseur de jeux qui est extrêmement flexible et qui a vraiment orienté son travail. En fait, il y en a beaucoup qui jouent un peu l'ambiguïté, moi, je trouve. Il y en a, l'ambiguïté, ils ont bien le droit, mais il y en a qui ont à la fois une politique envers les boutiques, ce qu'on appelle du B2B, ils vendent à des business, donc à nous, professionnels du jeu, et une politique qu'on appelle B2C, où ils vendent au grand public, donc à vous, consommateurs. Et il y en a qui font un petit peu les deux. Par exemple, Asmodée vend aussi ses jeux sur Internet. Ils ont une boutique sur Amazon, il me semble. Je dis peut-être des âneries, mais et si c'est pas Asmodée, c'est d'autres. Il y en a qui vendent et aux pros et aux particuliers. Par exemple, Lucky Duck le fait beaucoup, vend aussi directement aux particuliers et parfois, croyez-le ou pas, vend aux particuliers avec des conditions commerciales bien meilleures que celles qui vendent des boutiques. Ce qui... c'est dommageable pour nous. C'est dommageable, c'est un peu insultant parce qu'on fait le travail de faire connaître leurs jeux, de les animer, de faire des ligues sur leurs jeux de société et en termes de conditions commerciales ou en tout cas de façon de travailler, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. On balance les noms. Offline, c'est pas du tout le cas. Offline, c'est des gens qui ont une culture orientée vers les boutiques de jeux et qui ont compris comment on peut travailler intelligemment avec des boutiques de jeux et qui vont à fond là-dedans. C'est ça que moi je trouve intéressant, c'est que et j'ai trouvé ça même hallucinant quand on a commencé à travailler. En fait, c'est que tous les jeux, tous les éditeurs de jeux, quand on fait une commande chez les éditeurs de jeux, on a ce qu'on appelle des francos. C'est-à-dire, on va atteindre une certaine somme pour qu'ils puissent déjà nous envoyer la commande, parce que des fois, par exemple, à Asmodée, on ne peut pas faire de commande sans, je crois qu'en dessous de 150 ou 200 euros, ils ne nous envoient pas la commande. Simplement pas, c'est juste trop petit, ça ne les intéresse pas. Pourquoi je vous explique ça? Parce que du coup, là, on est vraiment dans la logistique, c'est que quand vous venez nous commander un jeu en boutique, pourquoi il y a un délai?
Et parce que du coup, on va attendre d'avoir un certain nombre de commandes, que ce soit en réassaut du stock en boutique et en nouveauté et en commande client, pour pouvoir faire cette commande. Parce que du coup, sinon, on est obligé de supporter toutes ces charges supplémentaires de port, en fait. Alors là, on n'en est même pas là. Là, tu disais qu'on nous enverrait tout simplement. Et là, ouais, en fait, ça, oui, pardon, j'ai skippé une étape, c'est que là, déjà, ils nous envoient même pas. Ensuite, on a une deuxième étape qui est atteindre un franco. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on fait une grosse commande, ils vont nous envoyer gratuitement la commande. Voilà. Alors, avec des délais. Les frais de port. Hein. Ouais, frais de port. Les gens, on les paye. Bien sûr. Les frais de port. Et avec les taxes qui vont s'en suivre, bien sûr, forcément. Mais ils vont nous envoyer franco de port, ce qu'on appelle, du coup, on ne paye pas les frais de port. Mais ça atteint, par exemple, qui est un des plus gros distributeurs Asmodée, il faut atteindre des 400 € pour pouvoir avoir un franco. Avec Offline, on commande une piste AD qui du coup va nous coûter, je vais être totalement honnête, hein, moi je vais annoncer les chiffres, une piste AD ça va nous coûter 5 balles, 5 à 6 euros hors taxe, attention, il y a l'État qui va prendre des sous. Et ils nous envoient ça et on paye pas de frais de port. Et on peut en prendre que 10 et ils nous en enverront que 10. Et moi je trouve ça hallucinant parce que à quel moment en fait ils peuvent rentrer dans leurs frais. Et en fait c'est une démarche avec les boutiques, c'est une démarche avec les petits acteurs du jeu, c'est-à-dire nous on a envie de se faire connaître, ils ont leur coût, etc. Et du coup on vous l'envoie et après coup, moi je commande chez eux, je vais pas m'amuser à commander une piste. Voilà, on fait ça en toute intelligence. On fait ça intelligemment, c'est-à-dire on attend quand même de regrouper. Ah oui, parce que je vais pas leur m'amuser à envoyer 15 commandes. Ah oui, tiens, toutes les semaines je vais commander une piste, ce serait idiot et ça serait pas leur rendre service. Donc du coup, s'ils existent encore, c'est que je pense que ce système d'économie fonctionne. En fait, ça mise sur l'intelligence. Voilà. Et moi je trouve ça bien. Oui, bien sûr. Et en fait, moi j'étais super content quand Simon a annoncé, et du coup Offline, on a eu du coup notre commercial de chez Offline nous a appelé, qu'ils aient choisi Offline, c'est parce que du coup cette intelligence elle existe. Et elle est valorisée par Simon. Ouais. Exactement. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intelligent au niveau du choix des intermédiaires, le choix des acteurs. Donc pourquoi Camarade est mis en avant aujourd'hui par nous, c'est par ce choix là de ligne éditoriale, c'est choisir des acteurs locaux qui fonctionnent en bonne intelligence. Voilà. Le jeu est bien. Hein. Le jeu. Alors attends, parce que du coup, moi je m'axe là-dessus, c'est que et c'est pas aussi pour prôner non plus du coup Simon qui est déjà quelqu'un de très influent dans le game. Sûr. Voilà. Moi j'aime bien Simon. On a déjà travaillé avec lui parce que du coup Simon aussi faisait partie anciennement. Le passe-temps faisait anciennement partie des boutiques ludiques. Du groupement des boutiques. Voilà, le groupement des boutiques ludiques. L'Antre, il fait partie. C'est un groupement qui est à peu près 200 boutiques à peu près. 170. Ouais, entre deux. Ouais, je sais plus exactement. Mais voilà, et qui permet en fait d'avoir un poids. C'est une espèce d'association de plein de boutiquiers indépendants qui se sont dit plutôt qu'être chacun de notre côté, on fait tous le même métier, on fait pas partie d'une franchise, mais comme partout, on est plus fort ensemble. Certains peuvent dépanner d'autres, peuvent avoir de bonnes idées. Et donc c'est une association qui s'est créée, je crois, 1 an avant qu'on ait monté la boutique. Ouais, c'est assez récent. Et le passe-temps, autrefois, on faisait partie. C'est plus le cas maintenant, mais c'est vrai qu'on avait des choix d'orientation au niveau de. Et on n'est pas fâché du tout. Non, on n'est pas fâché. Mais en fait, l'idée, c'est que ces groupements ont pour vocation juste de montrer la bonne intelligence en fait des acteurs. On a dans les boutiques ludiques, on en a plusieurs dans l'Oise, nos voisins proches qui sont par exemple Chantilly, Jean-Manu, oui, bien sûr. fait partie de il y a Rémi à Senlis. Est-ce que Baraka à Beauvais? Non, ça fait pas partie. Non, c'est encore différent. Mais en fait, c'est avec ces boutiques-là qu'on a le plus d'échanges parce que il y a une vision commune, une vision globale et une vision, moi je trouve, bienveillante. Il y a un prix qui est établi par les boutiques ludiques chaque année. Là, qu'ils étaient du coup, on a participé à Vichy du coup pour le prix des boutiques ludiques. C'est un prix qui est à vocation de devenir de plus en plus reconnu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une vision ludique vraiment des boutiques pour du jeu par des acteurs du jeu. On fait un petit peu de drama ou pas? Vas-y, faisons du drama. Go. Le prix que vous connaissez le plus en termes ludiques, c'est l'As-d'Or, qui est décerné à Cannes et sur lequel on a parfois des incompréhensions.
qui peuvent s'expliquer en fait parce que le jury des As d'Or, c'est un jury qui est très varié, qui est composé de gens du monde du jeu évidemment, de gens du monde des influenceurs des mondes du jeu, et aussi des gens de la société civile qui sont pas du tout dans le business du jeu d'une manière ou d'une autre, mais qui aiment bien ça. Par exemple, ça fait quelques années qu'il y a Vincent de Dienne qui est dans le jury, donc c'est un comédien, un humoriste aussi. A priori, à ma connaissance, il ne vit pas du monde du jeu, mais il aime beaucoup jouer, et donc il a toute pertinence à donner son avis. Mais du coup, c'est un prix égale un jury selon la façon dont vous le composez, forcément ça donne une orientation et c'est pas neutre. Moi, je me sens assez peu proche des choix d'orientation qui sont faits par le jury des As d'Or. Il y a parfois des moments où je m'interroge, sans aller non plus dans le complotisme, mais en tout cas, je ressens pas que moi ma vision elle est représentée aujourd'hui par les choix des jurys des As d'Or, et je me désole que certains jeux soient, alors c'est toujours l'éternelle histoire, certains jeux soient pas nommés. L'année dernière, Harmony a pas été nommé. Il a été nommé à Harmony. Bon, s'il a été nommé mais pas gagné, ça me dépasse. Et en fait, c'est parce que tu reviens souvent là-dessus quand je râle, c'est que nous, en boutique, on va regarder à quel point on a trouvé le travail éditorial beau, et bien abouti, la démarche intéressante de l'éditeur, évidemment le système, le gameplay, le système ludique derrière, c'est important. Et évidemment, est-ce que ça a trouvé son public? Et ça, à notre échelle, on le voit, ça se traduit assez bien, c'est est-ce qu'on en a vendu beaucoup ou pas? Et tout ça nous fait avoir notre propre palmarès dans notre tête. Et parfois, souvent même, c'est pas forcément ça. Alors c'est pas toujours le cas. Par exemple, Trio a excellemment bien marché l'année dernière, et c'est lui qui avait gagné l'As d'Or. Et pour moi, c'était mérité. Mais par exemple, dans l'équipe, on n'était pas tous d'accord. Et c'est là où on a ces débats. Et souvent, toi, tu me rappelles à ce moment-là que on a un regard biaisé qui est celui de ludicaire, de vendeur de jeux de société, et c'est pas ça qui est représenté dans les As d'Or, et c'est ok en fait, mais c'est beaucoup plus ça qui est représenté dans le prix du GBL, du groupement des boutiques ludiques, parce que c'était un groupement de boutiques ludiques, donc évidemment c'est l'avis de ludicaire qui est reflété et exprimé dans ce travail-là. C'est ça qu'on aime bien, c'est pour ça qu'on fait partie de ce groupement, c'est que par exemple via l'intermédiaire de notre petit catalogue, vous avez déjà peut-être vu notre petit brochure, n'hésitez pas, c'est en libre service, il faut pas hésiter. Et si parfois il y en a plus dans les racks, vous demandez, on mange personne. En fait, ce catalogue, c'est déjà un super outil qui nous permet en fait de mettre en avant une sélection. Cette sélection, c'est un groupement de ludicaires, donc comme nous, on pourrait le faire. Alors, ça tombe pas forcément bien parce qu'à chaque fois nous on voudrait y faire partie, mais sauf que ça tombe en même temps que notre super festival Arc-en-Jeu qui est bientôt là. Donc c'est quand même un investissement assez conséquent en temps, parce qu'en fait pendant une semaine des ludicaires se retrouvent à Paris, Boulogne-Billancourt, pour discuter d'une sélection de quand même je sais plus combien il y a de jeux dans ce beaucoup. Énormément, vraiment, et de tous âges. Donc on va avoir les sélections enfants, les sélections adultes, les sélections du coup jeux à deux, coop, etc. Il y a plein de choses. Mais par contre c'est une vision de ludicaire. Oui. Et le jury est composé uniquement de ludicaires. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, ça reflète beaucoup plus notre vision de ce qu'on voudrait implanter en boutique. Ouais. On a quasiment la totalité des jeux qui sont proposés en boutique, ou alors on peut dans le catalogue commander. Oui, pardon, dans le catalogue, ça veut dire. Et ça fait partie des conditions, en fait, pour faire partie des boutiques ludiques, c'est qu'il faut qu'on puisse proposer l'intégralité du catalogue. Donc, moi, je trouve que c'est un très bel outil, et c'est aussi une vision de ludicaire pour les ludicaires. Et c'est très proche de ce qu'on peut vous proposer. Et tout ce qu'on est en train de vous dire, par exemple, l'idée de quelque chose qui soit avec des acteurs locaux, des acteurs flexibles, des acteurs à l'écoute des besoins des petites boutiques, ça va être mis en avant dans ce catalogue, parce que c'est important pour nous, c'est important c'est notre pour vision tout le monde de ce que devrait être le monde du jeu. Exactement. Voilà. Ce que je voulais revenir aussi pour le choix aussi de Simon, et ce que j'aime bien pour le jeu Camarade. Alors vous pourrez le retrouver la semaine prochaine à la boutique, il n'y a pas de souci, mais là j'en ai pas. C'est aussi une décision de la part des petits éditeurs, et qui peut se permettre, en fait, le passe-temps peut se permettre ça, parce que du coup il a
quand même un poids, il a décidé de ne pas distribuer ses jeux dans les grandes distributions, dans ce qu'on appelle les GSS. Donc ça veut dire les grandes surfaces. Donc ça peut être Carrefour, mais ça peut être aussi Cultura, etc. Fnac, voilà. En fait, ces jeux-là, vous allez les retrouver que dans les boutiques ludiques, indépendantes et ou dans les groupements comme Sortilège, etc. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une reconnaissance pour notre travail. Ouais. C'est vraiment une reconnaissance pour se dire, en fait, ces jeux-là, si tu les veux, tu vas aller à la rencontre de ces petites boutiques. Tu ne pourras pas les retrouver en même temps qu'acheter ta tranche de jambon. Bah non, il faut venir un peu nous voir. Je pense qu'on parlera de ça quand on fera peut-être cette discussion sur pourquoi on a monté l'antre. Mais en gros, il y a plusieurs schémas de commerce qui s'affrontent sur ces questions-là. Ouais. En résumant, vous en avez 3. Vous avez Internet, vous avez les grandes surfaces, qui soient spécialisées comme Cultura ou pas comme Carrefour, et vous avez ce qu'on appelle les petites boutiques indépendantes. On a fait le choix d'être une petite boutique indépendante. On aurait pu ouvrir une franchise de la Fnac ou quelque chose comme ça, on l'a pas fait. Il y a une raison pour ça, et en fait ça s'accompagne de choix, même en termes de produits, parce qu'en fait on n'est pas tout seul dans notre coin à vouloir défendre ce truc-là. Heureusement, il y a cette assos qui est le GBL, il y a tout un tas d'autres gens qui sont indépendants, qui sont pas dans une assos et qui ont leur mot à dire, et il y a aussi, là on le voit, des éditeurs, des distributeurs, des fabricants qui sont sensibles en fait à ces questions-là, et évidemment, heureusement, on a des clients qui sont sensibles à tout ce que ça implique par derrière. Je vais peut-être pas m'étaler là-dessus parce qu'on gardera peut-être pour un autre sujet, mais on a des bonnes raisons, et des raisons réfléchies et conscientisées de vouloir défendre ce type de produit-là et ce type de mode de commerce et de distribution-là. Et c'est pour ça que c'est cool de voir le travail de Simon, en fait, c'est que ça s'intègre, de Simon et de Offline, ça s'intègre exactement dans ce qu'on veut défendre. Oui, c'est ça. Le but, c'est pas de mettre en avant absolument Simon. Je veux dire, c'est son orientation dans cette distribution du jeu. C'est juste qu'on est d'accord avec. Voilà. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est que du coup, il a fait le choix de mettre en avant les boutiques indépendantes. Il a fait le choix de mettre en avant un fabricant local qui a les savoir-faire et qui est super cool, voilà, que nous on aime beaucoup. Donc en fait tout ça coche les cases, tout simplement. Et si une autre boutique fait la même démarche, on sera très content de le faire. Et si nous un jour on a le temps, l'envie de faire la même chose, on sera content de le faire aussi, je pense que ça demande quand même un petit peu de sous-sous, mais c'est chouette ça sert à ça les sous. En fait c'est ça que ça fait plaisir en fait, parce que quand on voit toute l'industrie qui quand même est centrée sur des gros acteurs, comme je parlais tout à l'heure d'Asmodée, etc. Mais forcément, il y a des choix business, etc. Et on va pas cracher. Nous, ça nous fait vivre quand même. Je veux dire, du coup, c'est la grosse locomotive. Mais c'est grâce, du coup, à des petits éditeurs comme ça qu'on est content d'exister. Je veux dire, voilà, c'est ça en fait. Quand on parle de choix business, par exemple, on va être assez transparent. Asmodée distribue Pokémon en France. Oui. C'est eux qui ont la distribution a priori exclusive de Pokémon sur le territoire français. Il y en a pas assez de Pokémon, vous l'avez vu, c'était très tendu. En général, ça tombe en rupture dans la journée où ça sort. Ça fait quelques mois que c'est très très tendu, c'est extrêmement frustrant parce que on en parlera ça aussi un jour. Ouais, je pense qu'on fera un sujet uniquement sur les jeux de cartes collectionnés, sur ce qu'on appelle le TCG, parce que vraiment c'est un business très particulier. Bref, ça crée des situations extrêmement frustrantes où s'affrontent des profils purement économiques de scalpers qui veulent acheter pour revendre et qui saoulent ceux qui sont des collectionneurs ou des joueurs. Cette frustration, vous nous l'exprimez beaucoup aussi envers nous. On n'y est pour rien. On aimerait avoir plus de Pokémon, la vérité de ce qu'on comprend. Alors c'est très compliqué, c'est obscur, c'est nébuleux, on comprend pas tout parce que c'est des gros noms qui s'affrontent. C'est Asmodée et Pokémon, c'est des très très grosses entreprises. Et vous savez comme moi, quand vous parlez à des très très grosses entreprises, vous parlez jamais à ceux qui décident et ceux qui ont l'information. Donc vous récoltez les pièces du puzzle, vous essayez de trouver la logique dans tout ça. La logique, sans qu'on sache si c'est Asmodée ou Pokémon, et c'est finalement pas très important, c'est que il n'est pas imprimé moins de cartes Pokémon qu'avant. Pourtant, nous avons moins de displays qu'avant.
Pourquoi ? Il y a deux choses qui s'affrontent. Il y a tout un tas de gens qui essayent d'ouvrir des entreprises, voire des auto-entreprises pour distribuer du Pokémon. Ceux-là sont extrêmement filtrés par Asmodée parce que clairement, c'est pas des gens qui ont vocation à faire vivre le jeu. Ils ont juste vocation à pouvoir scalper et les vendre beaucoup plus cher. Donc Asmodée filtre beaucoup ces trucs-là. Ça leur prend un temps de fou, mais peu importe. Mais inévitablement, il y en a qui doivent y arriver. Donc il y a plus de gens qui se mettent à vendre du Pokémon. Et aussi, et ça a l'air d'être ce qui drive le plus, et on s'en aperçoit même sans avoir besoin d'aller récupérer les informations ici et là, on va en course à Auchan, à Leclerc, à Carrefour, vous avez des palettes de Pokémon là-bas, en fait. Et eux n'ont pas vu leur quantité diminuer. Nous, oui. Et pourquoi ? Pour que ça aille davantage dans la grande distrib. Et nous, par exemple, ça nous fait rager. Parce que c'est pas Carrefour, ou même Cultura, qui vous apprend à jouer à Pokémon. C'est pas Carrefour, ou même Cultura, qui anime une ligue toute l'année, qui vous permet d'accéder à des championnats, de gagner des points, peut-être même de vous qualifier pour les championnats du monde au Japon. C'est pas eux qui font ça, c'est pas eux qui font découvrir le jeu, c'est pas eux qui intuitent même que c'est un jeu. Pour eux, c'est un produit, c'est éventuellement de la collection, ils ne comprennent pas que c'est un jeu. Et ça nous rage un petit peu de voir que dans un moment où à qui que ce soit que vous le donniez, ce serait vendu. Il y a un choix qui soit fait par des gros, qu'il s'agisse de Pokémon ou d'Asmodée, d'aller favoriser la grande distribution, qui n'a pas particulièrement besoin de Pokémon pour bien tourner, au mépris, parce que ça veut dire qu'on en a moins, au mépris et aux dépens de plus petites boutiques qui ont une vraie orientation jeu et culturel sur ce produit-là. Et donc c'est ça qu'en fait, quand on parle de choix, de dire de travailler avec les très gros ou pas, on déteste pas Asmodée, c'est pas ce qu'on est en train de dire. S'il y avait pas Asmodée, il y a plein de choses qui n'existeraient pas dans le monde du jeu. Mais on se désole un petit peu de ces choix-là, qui sont des choix qui deviennent inévitables quand vous avez des structures qui commencent à être très grosses. Eh bien, elles vont vers la facilité et elles vont travailler avec d'autres structures très grosses. Asmodée ne fait pas que ça, heureusement. Asmodée, ils ont un programme pour faire vivre les petites boutiques. Pokémon a son programme de ligue. Évidemment que ça sert aux petites boutiques, mais ils vont avoir une orientation, c'est des très gros qui parlent à des très gros, et donc ça c'est inévitable, on n'est pas aussi très gros que la centrale d'achat de Leclerc, Carrefour, Cultura ou que sais-je, donc on sera moins représenté, donc on sera moins entendu, même quand on est monté dans une assoce comme le GBL, c'est en train de changer, il y a des choses qui évoluent, et le GBL est une assoce encore assez récente, mais ouais, c'est pas instantané, et donc en attendant on en paye un peu les frais, mais quand on voit des gens comme Simon qui vient finalement d'une culture de petites boutiques indépendantes, qui va travailler avec Offline, qui sont une boîte qui travaille essentiellement avec des petites boutiques indépendantes et qui a inventé son business, sa façon de faire son modèle d'affaires orienté pour les petites boutiques. C'est comme ça qu'ils ont décidé de fonctionner et ça a l'air de fonctionner, c'est très chouette. Et bah finalement tout ça va dans un sens qui nous flatte plus et qui est beaucoup plus reconnaissant du travail qu'on fait ici et de ce pourquoi on se bat et des valeurs qu'on a que Asmodée. Encore une fois, je ne dis pas qu'Asmodée ne reconnaît pas ces valeurs-là, mais c'est noyé dans quelque chose de beaucoup plus gros où ces valeurs-là s'affrontent avec des choses qui sont bien mieux représentées que nous. Chez Offline, c'est pas le cas et chez Simon, c'est pas le cas. Donc forcément, quand on voit arriver un projet comme ça, on le regarde avec beaucoup d'attention parce que ça sent bon, quoi. En fait, ça sent bon, puis ça correspond à nos valeurs. En fait, c'est ça, c'est la démarche de Simon et d'Offline, c'est de mettre en avant le côté ludique par l'intermédiaire du local. Et c'est ça qu'on défend ici. Honnêtement, Pokémon aujourd'hui, c'est devenu la pompe Afrique. Enfin, vraiment, c'est très obscurci. Nous, d'autant plus parce que du coup, on est dedans. Mais oui, et on en rediscutera parce que du coup, ça amène à beaucoup de discussions. Et pourquoi, du coup, on en parle assez régulièrement pour vous faire des points, pour vous. En fait, c'est un peu dommageable parce que du coup, on parle de ça parce que ça amène beaucoup de logistique et beaucoup de questionnements vis-à-vis de nos habitués qui viennent nous voir. De tension. Donc on essaie d'atténuer ces tensions. Mais en fait, c'est un peu dommage parce que aujourd'hui, nous, on aimerait beaucoup plus parler d'Offline et de ses pistadets et de camarades plutôt que de parler de Pokémon. Parce que parler de Pokémon pour parler de Pokémon, cool. Oui, mais parler de Pokémon pour dire livré, pas livré. Exactement. Au Canada, ils en ont ici. On parle de logistique et on parle de gros sous et c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Et en fait, aujourd'hui, Pokémon n'a pas besoin
on n'a pas besoin de parler de Pokémon pour que du coup ça existe. Même pas forcément que ça, mais que ça existe. Du coup, Pokémon n'a pas besoin de pub, n'a pas besoin d'en parler. Et nous, on aimerait bien parler de choses différentes, et c'est pour ça qu'on est là. Et donc, on va mettre en avant les initiatives des plus petits. Et en espérant que ça devienne la même folie Pokémon. Et oui, ce serait hyper souhaitable. Mais voilà, donc c'est tout le mal qu'on souhaite à Offline. Ouais, c'est ça, qu'ils galèrent à produire. Parce qu'il y a trop de demandes, pas parce qu'il y a des problèmes de production. C'est ça, exactement. Donc, pour finir avec Camara, donc voilà, vous pourrez le retrouver à partir de la semaine prochaine à Londres, et puis on pourra en discuter de façon plus complète. Et puis il sera aussi présent à Archanjeu. On va lui mettre la part belle à Archanjeu. Alors ce sera 7 et 8 juin à Compiègne. Alors si vous nous écoutez, vous n'êtes pas de Compiègne, déjà c'est trop cool, parce que comment êtes-vous tombé là? Mais c'est chouette, restez. Dites-nous pourquoi vous êtes tombé là, ça c'est bien. Ouais, dites-nous comment vous êtes arrivé ici. 7 et 8 juin, il y a super de grandes chances qu'il fasse beau, et Compiègne quand il fait beau c'est hyper agréable. En plus on fait ça dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille, donc le cadre est hyper agréable, dans une ville hyper agréable. Donc si vous n'êtes pas de Compiègne, venez quand même à Archanjeu, et prenez-vous un petit hôtel, allez manger dans des bons restos de Compiègne chez des copains commerçants, venez faire un tour sur le festival, allez faire un tour au château de Pierrefonds par exemple, il y a des tournages de films là-bas, vous verrez, c'est fantastique, c'est un petit village de forêt juste à côté de Compiègne. Bref, je vais pas faire SAV de l'office de tourisme du Compiègnois, mais venez faire un tour, et c'est le 7 et 8 juin à Compiègne, et venez jouer à Camarade avec nous, venez jouer à plein d'autres trucs, il y a des centaines de jeux en démo. Celui-là sera là un petit peu pas en avant-première parce qu'il se fera déjà un bon quinzaine de jours qu'il est sorti, mais en early access, on va dire, si vous avez envie de tester le jeu. Et donc, venez nous voir à Archanjeu. Non, puis vraiment, on a envie de le pousser. Moi, j'ai envie de le pousser. C'est vraiment... on y croit. Ouais, on y croit. Et puis, c'est pour toutes les valeurs qu'il apporte, on y croit. Et c'est dans la veine de tout ce qui semble plaire en ce moment. On est sur du petit jeu, pas cher, facile à jouer, facile à trimballer, grosse rejouabilité, un vrai côté addictif. On l'a vu, on l'a vu avec Trio, on l'a vu avec Django, on l'a vu avec Odin, on l'a vu avec plein de jeux comme ça que vous aimez beaucoup ces dernières années. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer une seule seconde que ça va pas rencontrer un très grand succès. Il y a tout ce qu'il faut en tout cas. Voilà, mais c'est sûr que ça sera pas la grosse machine derrière, donc faut que ça fasse son bonhomme de chemin, et c'est via l'intermédiaire des boutiques comme nous que en fait c'est notre rôle, je pense, que vraiment de pousser ces jeux-là. C'est notre job de parler de ça. Donc nous on est content de ça. Ouais. Voilà. De toute façon, comme je disais, on a abordé pas mal de petits points, et ça nous permet aussi de voir qu'on a tellement de choses à raconter. Ouais, je crois que vous avez vu que c'est un peu chaotique. Voilà, mais l'idée c'est ça, on a plein de choses à dire. On a des fois, c'est un peu la boutique, enfin le prolongement de ces petites discussions de comptoir. J'ai envie de te dire, c'est quand on se rencontre à la boutique, on va discuter de ces petits points-là, des petites choses-là, mais à petite dose. Voilà, pas avec une chaîne de diffusion. Donc, mais je pense que ça a du sens. Alors ça vous empêche pas de venir nous faire un coucou, L'idée c'est aussi de pouvoir continuer ces échanges là en boutique. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, vous pouvez venir nous casser la gueule aussi. Ouais, on n'est pas non plus. On n'est pas non plus du punching ball. Mais n'hésitez pas à échanger, à nous dire en fait votre point de vue. Et on n'est pas, comme j'ai dit, on n'a pas toutes les données. On vous donne juste notre ressenti en tant que ludiste en premier lieu, et en tant que lecteur quand on parle de livres. Bon, là on a parlé du livre et du jeu, on parlera peut-être dans d'autres jeux, ou peut-être des produits dérivés, il y a plein de choses qu'on peut discuter. Mais l'idée c'est d'échanger avec vous, et puis je pense que là pour aujourd'hui on a fait un peu le tour de ce qu'on avait raconté. Est-ce qu'on peut pas proposer une petite thématique? On propose le choix entre deux thématiques, les gens nous disent, on fera même voter peut-être sur les réseaux. Il y en a deux là qui se sont dégagés. Est-ce que la prochaine fois on parle un peu plus de la jeunesse de l'antre? Pourquoi on a fait ça? Et qu'est-ce qu'on défend, et pourquoi c'était important pour nous de faire l'entre-deux-mondes. Mais là du coup ça va être très rattaché à l'antre. Ou est-ce qu'on parle un petit peu de la situation sur le marché des TCG? Il y a eu plein de choses qui sont sorties. Voilà, alors on va être rentré dans une discussion qui sera beaucoup plus clivante. Ouais, je pense. Mais il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de trucs sur les TCG. Tellement de choses, il y a tellement de
de parties qui s'affrontent dans ce schéma que c'est important de l'aborder. Donc à vous de voir. Alors, nous on est libre de l'origine de l'antre, comment c'est arrivé et pourquoi on a fait ça et pourquoi on l'a fait de la manière dont on l'a fait. Ou alors, et c'est à vous de décider, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du marché des jeux de cartes à collectionner, pas que de Pokémon, mais inévitablement Pokémon, mais il y a plein de choses, il y a plein d'autres jeux, il y a Altered, il y a Lorcana, il y a Magic, il y a Yu-Gi-Oh! Il y a un jeu sur League of Legends là qui arrive bientôt. Il y a plein de trucs. Il y a Star Wars Unlimited. La salle n'est pas assez grande. Non, vraiment. Ça, c'est aussi des débats qu'on a à avoir. Beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'on parlera voilà, jeu de cartes à collectionner ou la genèse de l'antre. Et finalement, on vous laissera choisir. Vous pouvez nous dire dans les commentaires de peu importe la plateforme sur laquelle vous regardez ça. On peut faire un sondage sur YouTube quand on regarde. Je suis quasi sûr qu'on doit pouvoir. On verra. On va essayer, si c'est possible, on le fera. Sinon, de toute manière, on va repartager cette vidéo sur les réseaux sociaux et on vous invitera éventuellement en story à voter sur ce que vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Mais ouais, ça peut être un sujet aussi à nous dire si le format vous plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui était nul? Si c'est trop long, si c'est trop court, s'il faut le scinder, s'il faut... on va essayer quand même de... Le but étant de... Nous, on n'a pas forcément une équipe derrière de montage de... Ouais, voilà, alors vous attendez pas à avoir des trucs de full montage. L'idée, c'est quand même qu'on puisse s'exprimer de manière fluide et poster assez vite. D'ailleurs, à ce propos-là, le temps qu'on vous fasse voter, on va essayer de tourner la prochaine émission avant les vacances d'été, c'est sûr, pour être quand même dans le flux. Après, les uns les autres risquent de partir en vacances, donc à moins qu'on arrive à tourner quelques vidéos d'avance sur d'autres sujets, et là on pourra pas vous faire voter parce qu'on n'aura pas ce niveau d'interaction-là, mais soit il y aura peut-être une pause pendant l'été, à peine on démarre, il y aura une pause, soit au contraire on aura tourné d'avance des sujets, mais vous pourrez difficilement interagir avec ce qu'on raconte, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on arrive à dégager comme temps. Ben c'est ça, c'est toujours une histoire de temps. Nous, ça nous portait à cœur, surtout à Loïc, de faire ce format-là, et je trouve que c'est vachement intéressant. Non, mais voilà, c'est vraiment intéressant du coup d'échanger sur ce format. Après, voilà, on fera en fonction des disponibilités de chacun. Et donc rajouter du temps de montage. Enfin, nous n'oubliez pas de faire des effets et tout. Ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Mais voilà, si vous trouvez le format trop décousu et que vous préférez qu'on soit beaucoup plus organisé, si au contraire vous aimez plus ces discussions à cœur ouvert qui parfois divergent beaucoup, si vous trouvez ça pas assez long et vous auriez préféré qu'on aille encore plus loin dans les détails, ou au contraire trop long et vous auriez préféré qu'on segmente plus, peu importe, dites-nous. Si vous aimez pas notre super outfit, dites-nous, mais on s'en fout, en fait on s'habille comme on veut, c'est pas à vous de décider ça. Mais ouais, bref, dites-nous ce que vous en avez pensé, encouragez-nous si vous avez trouvé que c'était bien, encouragez-nous même si vous n'avez pas trouvé ça bien, ça mange pas de pain, et puis revenez quand on refera un petit format comme ça. Ce serait cool si on pouvait avoir une petite communauté qui grandit et qui peut peut-être faire vivre aussi ce format de vidéo. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de trucs que vous voudriez qu'on discute, envoyez-nous des messages. Bon, après ça va peut-être se faire au fur et à mesure, on va avoir des idées qui vont couper au fur et à mesure, mais on a envie de construire ça avec vous en fait. Sentez bien les gens pas préparés du tout. non, mais c'est ça l'intérêt aussi, c'est de voir. On veut de la spontanéité. On veut de la spontanéité, on a toujours été spontané, de toute façon l'idée c'est on n'a pas une équipe derrière nous pour faire des montages et tout ça, donc du coup on va rester dans la spontanéité et la simplicité. Et c'est très très bien comme ça, nous ça nous va, mais n'hésitez pas à nous donner des commentaires. Voilà. Et merci à vous, et puis merci. À la prochaine pour le prochain Écho de l'Antre. Alors à bientôt. Allez, bye bye. Alors attends, est-ce qu'on peut juste faire un sourire parce que je vais m'en servir. Je sais pas trop quoi. Attends, il faut qu'on se rapproche, je pense. Mais je vais m'en servir pour faire la miniature. Merci. Allez, on a